Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver sur Twitch bien sûr, mais aussi sur Next Gen Auto. Comme d'habitude, c'est Grand Prix, votre émission 100% Formule 1. Voilà, on s'est dit, écoutez, on n'était pas la semaine dernière, mais bon, il semblerait que quelque chose se passe dans le monde de la F1 très prochainement, donc on s'est dit qu'on devait être sur le coup. C'est pas encore exactement de quoi il s'agit, mais on va évidemment fouiller pendant toute l'émission pour vous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe, bien évidemment, du côté de la Formule 1. Vous voyez, on est trois ce soir, mais c'est assez sympathique. Alors que le Breton n'en peut plus, il en a encore dans les cheveux. Bah oui, c'est-à-dire que bon, le sable, voilà, nous a un petit peu marqué. C'est un avant-goût du Grand Prix de Bahreïn de ce week-end, bien évidemment. Manu, bon, bah, comment ça va avant cette première course? Bah écoute, ça va, impatient d'être à ce week-end. Effectivement, bonsoir à tous. Voilà, on a un petit aperçu avec le sable qui est arrivé en France, donc espérons que ce ne soit pas le signe d'une tempête de sable de ce week-end. Mais en tout cas, impatient de faire cette émission pour briefer la course et puis de voir ce que ça donnera réellement ce week-end. Non, c'est pratique pour eux, puisque du coup, tout le sable n'est plus à Bahreïn. Hein, ça y est, il est venu chez nous. On pourrait pas faire le Grand Prix de France ce week-end, évidemment, ce serait très compliqué pour les radiateurs de ces nouvelles F1. Et puis Paul est également avec nous. Pas de souci, toi, niveau sable, c'est terrible. Non, on a même eu de la pluie en Espagne, comme quoi, une fois n'est pas coutume. Je pense pas qu'il y aura de la pluie ce week-end à Bahreïn, ça par contre, j'en suis à peu près certain. On ne pourra pas vous dire qui va gagner, mais on peut a priori dire qu'il y aura plutôt du beau temps. Mais en tout cas, voilà, à quelques jours d'un des plus gros bouleversements techniques de l'histoire de la Formule 1, donc c'est vrai que l'excitation est très palpable. Je regarde Météo Sakir. Il fait nuageux vendredi. Hein. Attention! Attention qu'on ne se fasse pas avoir. Bien évidemment. 37. Ce serait absolument terrible. Bonsoir à tout le chat, évidemment. Hein, ravi de vous avoir avec nous. Comme d'habitude, bien sûr, vous êtes nombreux, vous êtes bien en forme déjà. Ça fait vraiment plaisir. Merci Goudkar, parce qu'effectivement, celui qui terminera premier gagnera la course. On en dira 2-3 mots hein, de Drive to Survive, parce que je suis à l'épisode 3, moi. Hein. C'est bien, hein. Franchement, moi, je suis sur une bonne vague. Normalement, décembre, je devais avoir fini, à peu près. J'espère, en tout cas. Canada 2019 désapprouve, nous dit Tommy Dave. C'est vrai que, effectivement, bon, c'est un petit peu complexe. Parfois, il y a des petits morceaux de règlement comme ça qui peuvent faire que ça n'est pas tout à fait ce que dit Whit Buxton à la fin. Mais c'est assez rare quand même, ça reste assez rare. Allez, on va débuter donc avec les essais de Bahreïn, hein, puisque ce week-end c'est le Grand Prix de Bahreïn, mais donc on a fait quelques essais du côté de ce circuit, bien évidemment. C'était la semaine dernière, les 3 seules journées d'essais hivernaux. Ross Brown m'a payé très cher pour dire ça, s'il vous plaît. Le Racing Café présenté par le Grand Prix présenté par la Formule 1 et par Ross Brown. Ross Brown qui va nous regarder en fait maintenant pendant toutes les émissions qu'on va faire. Il sera Ross Brown sous l'écran. Il sera très content. Ross Brown, bien évidemment. Mais du coup, eh bien, ça y est, 3 jours d'essais hivernaux. Alors finalement, Manu, quand même, ça s'est très bien passé. Hein. J'avoue qu'on pouvait s'attendre, on en avait parlé d'ailleurs hein, précédemment dans le Grand Prix, à des essais un petit peu mouvementés parce que ce sont des toutes nouvelles voitures. Et puis finalement, pas de problème de fiabilité. Les nouvelles voitures ont l'air de plutôt bien rouler, même si certaines marsouinent assez fort. Mais sinon, ça a l'air de bien se passer. Globalement, oui. Après, il y a quand même eu un nouveau problème qui n'y avait pas eu à Barcelone, c'est la surchauffe des freins. On l'a vu sur la Williams qui a eu un début d'incendie à cause de ça, et on a vu surtout sur la McLaren qui n'a pas pu rouler comme elle le voulait pendant 2 jours et demi, parce que justement, ils ont dû faire venir en urgence des pièces de walking pour améliorer le refroidissement des freins. Donc, quand on avait fait l'article technique sur la MCL 36 sur NextGen, j'avais noté justement que les écopes étaient vraiment très très fines. Et effectivement, il apparaît que le refroidissement, malgré le fait que les freins soient plus gros et donc moins sujets à la surchauffe, il semblerait que le refroidissement soit quand même un problème quand il fait chaud. Donc, normalement, le problème est réglé pour le week-end de course, mais ils ont perdu énormément de temps de roulage, puisqu'en fait, pendant 2 jours et demi, ils ont dû rouler à raison de petits roulages et surtout à faible vitesse. Donc, McLaren est probablement une des équipes les moins bien préparées avant le Grand Prix de Bahreïn, ce qui ne me fait pas plaisir à dire, mais c'est comme ça. Et à part ça, effectivement, la fiabilité a été plutôt bonne. On a vu As qui a un peu moins roulé parce que quelques problèmes opérationnels. Puis bon, ils ont eu le retard de Fred. Enfin, c'était compliqué. Ils ont fait des journées de 10 heures. C'est vrai que c'était un peu délicat pour eux. Mais globalement, il y a eu énormément de roulage. On a vu notamment AlphaTauri faire plus de 2000 km, je crois, au total. Donc, c'est vrai que c'est impressionnant. Et beaucoup de fiabilité, un peu plus d'enseignements à tirer. Pas du tout sur la performance, mais déjà sur les différentes équipes et celles qui semblent avoir plus ou moins de problèmes. On a vu notamment que Ferrari et Red Bull ont l'air vraiment en forme, notamment Red Bull avec la RB18 améliorée du dernier jour.
Et puis Mercedes un peu en retrait justement parce qu'eux amenaient une évolution totalement folle au niveau des pontons et que il y a encore un petit peu de travail à faire dessus. Ouais, c'est pas encore tout à fait prêt. Alors, j'avoue quand même que McLaren, ce qui fait peur en fait avec ses freins, c'est-à-dire que oui, visiblement il surchauffe, il ne supporte pas la chaleur. Il faisait pas 40 degrés non plus du côté de Bahreïn. C'était quand même encore des températures qui étaient assez. Mais c'était des conditions quand même plus. Enfin, une grande partie des conditions de début de journée, c'était celles qu'on n'aura pas pendant le week-end, puisqu'en fait c'était le roulage du matin qui posait problème initialement. Mais oui, c'est pas non plus ce qu'on aura en Hongrie cet été ou à Silverstone s'il fait beau. Ou voilà. Donc effectivement, il y a de toute façon probablement des améliorations à faire un peu plus à long terme et un peu plus conséquentes que ce qu'ils ont amené là en urgence. Mais voilà, c'est un des premiers points. Et puis c'est vrai que le fait qu'il y ait des enjoliveurs sur les roues, des flasques de roues, fait que les freins sont plus sujets à la chaleur. Donc à envisager pour le reste de la saison, parce que là, McLaren a été touché, mais ça ne veut pas dire que sur un Grand Prix très chaud, d'autres n'auront pas le problème. Ça va peut-être redistribuer les cartes, hein, effectivement. Toi, Paul, t'en as pensé quoi de ces 3 journées du côté de Bahreïn? Juste pour compléter ce qu'a dit Manu sur McLaren, ce qui va vraiment être problématique pour eux, notamment en vue de cette première course, c'est le fait d'avoir très très peu travaillé effectivement sur les longs relais. C'est-à-dire que pour l'instant, ils n'ont aucune idée de ce que va être leur rythme de course. Alors ils ont mieux roulé sur la dernière journée, heureusement, ils ont pu sauver ça. Je pense qu'ils vont encore améliorer la voiture pour le Grand Prix, mais c'est vrai qu'ils sont des 10 équipes, c'est peut-être celle qui a la plus d'inconnus finalement sur ce week-end de Bahreïn. Ils avaient impressionné à Barcelone, ils avaient été très fiables, plutôt performants au niveau des temps, même si encore une fois les temps, on en parlera plus tard, c'est encore à relativiser. Mais c'est vrai que du coup, on a vu des dynamiques très différentes. McLaren qui brille à Barcelone a peut-être été la grande perdante, entre guillemets, parce qu'encore une fois, rien ne dit qu'ils ne vont pas avoir résolu les problèmes d'ici ce week-end. Mais l'air de rien, c'est intéressant de voir qu'on est passé de Barcelone, où les conditions étaient très fraîches, à des conditions plus chaudes, venteuses. On a vu beaucoup d'erreurs de pilotage, beaucoup de pilotes partir au large, ce qui est aussi dû évidemment à la rigidité et l'augmentation du poids des monoplaces. Mais l'air de rien, on a eu des conditions difficiles et effectivement, ceux qui ont brillé à Barcelone n'ont pas forcément brillé à Bahreïn. Et inversement, on l'évoquera plus tard et ça te fera plaisir, Michael, mais Alpine, par exemple, avait bien plus le sourire. Il suffisait de voir Ocon et Alonso, c'était assez frappant. Hein. À l'issue des essais, ils avaient quand même un sacré sourire. Voilà. Donc, et deuxième chose que je voulais ajouter sur McLaren, je suis un petit peu inquiet pour Ricciardo qui a eu le Covid. Alors, en admettant que ce soit le variant Omicron, il n'aura pas eu trop de problèmes de santé. Malgré tout, l'année dernière, la voiture n'a rien à voir avec l'année dernière, donc on ne s'attend pas forcément à ce qu'il ait les mêmes soucis que l'année dernière. C'est une nouvelle monoplace pour lui comme pour Norris. Donc de ce point de vue-là, il part d'un pied d'égalité, mais Norris, finalement, aura piloté 4 jours et demi cette McLaren. Et Ricciardo 1 jour et demi et pas du tout de roulage à Bahreïn. Donc il va, après une saison difficile, il va commencer une nouvelle saison avec extrêmement peu de préparation et j'espère pour lui vraiment que ça ne va pas l'affecter trop, ni moralement ni sportivement, et qu'il va pouvoir, dès le premier Grand Prix, pouvoir rattraper le temps qu'il a perdu durant ses essais. Et j'ajouterais que même pour McLaren, c'est pas bon non plus parce qu'en fait, ils ont qu'un son de cloche à Bahreïn. Du coup, ils n'ont pas 2 feedbacks, contrairement à toutes les autres équipes. Même Haas en a 3 justement. Et en fait, McLaren n'aura que le feedback de Norris. Donc, c'est-à-dire que si Norris est à l'aise, tant mieux. Déjà, mais ce sera compliqué pour Ricciardo parce que forcément, les bases de réglage vont être celles de Norris. Et en plus, si Norris n'est pas à l'aise ou il y a quelque chose qui ne va pas avec la voiture, et ben en fait, les deux vont se traîner le fardeau de ce problème-là. Donc, effectivement, moi qui étais très, très enthousiaste pour McLaren, pour finir avec eux, après Barcelone, je suis beaucoup plus inquiet pour Bahreïn. Je pense que la base de la voiture est bonne, donc je ne m'inquiète pas sur l'ensemble de la saison. Mais je m'attends effectivement à ce qu'ils prennent un peu cher au niveau des performances à Bahreïn parce qu'ils auront de toute façon du retard et que ça ne se comblera pas en 3 heures d'essai libre. C'est ce qui risque d'être un petit peu compliqué effectivement pour cette équipe. C'est vrai que Daniel Ricciardo, on espère qu'il sera fit to race, comme on dit, qu'il sera en forme. Bon, ça a l'air d'aller, il a publié des photos sur Instagram, voilà. Donc, mais il faut voir, il faut qu'il soit négatif en fait. C'est ça. Il faut alors le protocole d'isolement qui est en vigueur à Bahreïn fait que normalement jeudi soir il sera apte à revenir dans le paddock. Et ça fait tard quand même parce que c'est que la veille au soir des premiers essais. Et si pour une raison ou une autre il n'était pas approuvé dans le paddock, ce serait Oscar Piastri qui prendrait sa place, puisqu'un accord a été trouvé entre Alpine et McLaren. Donc, mais c'est pareil, pour Piastri, ce serait pas facile non plus, parce que lui, zéro connaissance de l'équipe, de la voiture, de règlement, enfin bon, ce serait probablement les débuts les plus compliqués possibles. Quoi. Donc, ce serait très pas forcément lui espérer.
pour Oscar Piastri. C'est vrai que McLaren, ils ont à peu près 18 pilotes qui peuvent appeler en pilote de réserve, sauf qu'ils roulent tous à Sebring la semaine prochaine, donc, enfin ce week-end. Donc forcément, c'est un peu compliqué pour eux. Et là, bah voilà, ce serait effectivement Oscar Piastri qui pourrait remplacer Daniel Ricciardo, parce que c'est vrai que oui, il faut quand même avoir des tests négatifs, il faut voir tout ça. Je dis ça, voilà. J'ai été positif 12 jours quasiment moi au Covid quand même, donc avec le variant Omicron. Oui. Donc c'est le genre de truc, on ne peut jamais prévoir à l'avance en fait. C'est effectivement, vu le timing, on devrait dire bah, ça devrait être assez facile, mais comme tu as dit Manu, il n'y a pas beaucoup de place vraiment pour pouvoir voilà, gérer au cas où il y a un petit souci. L'avantage c'est que maintenant les séances sont l'après-midi, le vendredi, de toute façon c'était déjà le cas évidemment à Bahreïn vu qu'on roule le soir, mais ça devrait quand même permettre, voilà, peut-être de faire quelque chose, mais on espère que Daniel Ricciardo ira bien, parce que c'est quand même une saison très importante pour lui, avec une voiture à laquelle il a pu participer activement au développement, une voiture à laquelle il n'a pas dû s'adapter comme l'an dernier. Au moins ça devrait, ça pourrait lui permettre de faire une bonne saison. Mais du coup, messieurs, ces 3 jours d'essai à Bahreïn, nous allons être un petit peu sympathiques. Nous allons prendre l'ordre du classement des constructeurs de l'an dernier. Comme ça, non, je ne veux pas qu'on parle de Red Bull en premier, mais on va parler de Mercedes. Comme ça, au moins, écoutez, on va attaquer un gros morceau. Parce que Mercedes, ils se sont dit, écoutez, on va venir avec aucun ponton sur la voiture. Voilà, ça va être rigolo. Par contre, elle rebondit. Ça, pour rebondir, elle rebondit, cette Mercedes. Et on sent, Paul, qu'ils sont... pas forcément perdus évidemment, ça reste une équipe qui a remporté 8 titres de suite au niveau des constructeurs, mais qu'ils ne sont pas dans l'état le plus idéal véritablement pour débuter cette saison, comme c'était le cas en 2021, en 2020, en 2019, 18 et 17 aussi d'ailleurs, si on écoute Lewis Hamilton. Bon, en fait, c'est ça. Alors, effectivement, si vous suivez la F1 depuis au moins 2014, vous aurez remarqué que Mercedes ne s'est jamais amusé à dire oui, on va écraser tout le monde en mettant une seconde à tout le monde et prendre la première ligne à la première qualif. Non, même quand ils le savaient, ils le disaient pas. Il y a une petite différence cette année, c'est que, évidemment, encore une fois, ils mettent le rôle de favori sur les autres, ça c'est de bonne guerre, mais on a aussi vu d'autres équipes s'étonner en fait de leur manque de performance et surtout du fait que la voiture, elle vibrait, quoi. Et il y a notamment Gasly qui avait passé quelques tours en lutte avec Hamilton durant les essais, ils se sont échangés les positions sur quelques tours, et il s'était rendu compte, déjà il était surpris le premier de pouvoir rouler avec la Mercedes, alors encore une fois, avec quel type de pneus et quelle charge d'essence, on ne savait pas forcément, mais il a remarqué lui-même que Hamilton était vraiment en difficulté au volant de la voiture, que la Mercedes réagissait mal, qu'effectivement elle vibrait beaucoup. Et donc le bluff qu'on a habituellement les autres saisons, pour une fois, c'est peut-être la réalité en fait. Alors attention, on n'est pas en train de vous dire qu'ils seront dans les 5 dernières équipes, mais clairement, ils sont pas les favoris. Pour revenir au ponton, les plus optimistes, ils estiment que ça pourrait donner un avantage d'1 seconde maximum, parce que c'est vrai qu'aérodynamiquement, ça fait une énorme différence. Ça enlève un énorme appendice sur la voiture, et du coup, forcément, moins d'air passe sur la voiture, et du coup, ça avance plus vite. Mais effectivement, encore faut-il faire marcher la voiture pour bénéficier de cet avantage. Il faudra voir, peut-être que dès ce week-end, ils auront réglé certains problèmes. Les équipes travaillent d'arrache-pied toute la semaine pour... travailler sur les réglages, travailler sur les données qu'ils ont récoltées durant les essais de Barcelone et de Bahreïn. Donc, on peut estimer qu'en 1 semaine, ils auront eu le temps de travailler et d'amener des pièces depuis l'Angleterre. Mais c'est vrai que pour la première fois depuis plusieurs années, c'est pas du bluff de dire que peut-être que Mercedes ne sera pas en train de jouer la pole position, ni même la victoire le dimanche, quoi. Est-ce que ce sera Ferrari? Est-ce que ce sera Red Bull? On ne sait pas. Mais pour une fois, peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'ils sont vraiment plus en difficulté que d'habitude. Maintenant, encore une fois, avec le développement qui va être extrêmement agressif cette saison, quand bien même il serait un petit peu en retrait sur les 2 ou 3 premières courses, rien ne dit qu'à la 4e, il ne serait pas en mesure de régler totalement le problème et effectivement de récupérer du temps énorme. Et voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'optimisme chez Mercedes sur cette première course. Maintenant, si vous êtes fan d'Hamilton, soyez rassurés. Même s'il passait au travers de Bahreïn, je pense que ce serait très temporaire et qu'il comprendrait très très vite comment régler le problème. Mais l'air de rien, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Ils sont pas aussi confortables que d'habitude. C'est une évidence. Ça me rappelle vraiment leur état d'esprit l'an dernier, Manu. C'est-à-dire que cette voiture ne marchait pas. On rappelle, ils ont gagné le premier Grand Prix. Mais j'ai le même sentiment. Je sais pas si c'est pareil pour toi. Et moi, j'achète vraiment que moyennement leur bluff, leur déclat, parce que oui, la voiture n'était pas en forme, mais ça allait déjà beaucoup mieux dès le 2e jour au niveau des rebonds. Je voyais beaucoup de gens qui disaient oh là là, effectivement, elle a l'air horrible à conduire et tout ça. C'était le premier jour avec une évolution qui était majeure. Vraiment, ils ont amené une nouvelle voiture complètement. Alors, quand on voit la W13 qui était à Barcelone,
On voit bien que le package était déjà le même, ça n'a pas dû changer énormément de choses, mais ça a changé beaucoup de choses au niveau de l'équilibre, je pense, et un petit peu au niveau du centre de gravité quand même. Je pense que, ouais, comme l'an dernier, en fait, l'an dernier, si on les écoutait, ils ne jouaient pas la victoire, ils ne jouaient pas le titre de toute façon. Finalement, ils ont fait première ligne et victoire à Bahreïn. En fait, Mercedes, il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui, des fois, est dans le mal le plus total le vendredi et que le samedi, Hamilton fait la pole. Et je pense qu'il y aura une semaine de développement pour eux avec les bancs d'essai qui vont tourner à l'usine, avec l'équipe sur place qui va continuer à travailler sur les réglages, etc. Ce ne sera pas miraculeux parce qu'il n'y a pas de test en piste concret et que Bahreïn est vraiment un circuit très piégeux. Mais je suis quasiment sûr qu'ils seront au niveau des deux autres. Peut-être légèrement en retrait sur un tour rapide, mais je pense qu'ils arriveront à trouver le moyen d'économiser les pneus ou de faire en sorte d'avoir une meilleure stratégie et qu'à la fin, ils arriveront quand même à être au niveau. Ils n'ont pas du tout exploité le moteur à son plus grand, à son maximum de performance, ils l'ont dit. Ils ont tourné une ou deux fois les boutons au maximum, on va dire, mais c'était très limité. Et à côté de ça, ils ont beaucoup travaillé sur les longs relais. Donc, effectivement, je pense qu'il y a encore à voir chez Mercedes. Ils ont eu l'air d'avoir des difficultés, effectivement, à faire un chrono. Par contre, on sent que la voiture a l'air d'être à la limite. Quand on la met sur la performance maximale, on sent que la limite a l'air plus sensible que les autres voitures. Ça, c'est sûr. Notamment au niveau d'équilibre. Mais encore une fois, ça peut vite changer. Donc, moi, je dirais que... je dirais qu'il n'y a pas de grand danger pour eux. Peut-être qu'ils ne joueront pas la victoire à Bahreïn, mais je suis quasiment sûr que à Imola à Jeddah ou plus tard Imola, ils la joueront. Et Zwans qui parle de à quel point le budget va limiter le développement. En fait, l'an dernier, ils avaient déjà le même problème dans le sens où il y avait déjà un premier plafond budgétaire et au final, on a vu que la voiture a eu des évolutions et que les difficultés qu'ils avaient en essais hivernaux à Bahreïn étaient réglées 2 semaines plus tard au premier Grand Prix et vraiment que tout était peaufiné dès les courses suivantes. Donc, encore une fois, je me fais vraiment pas de soucis pour eux, même si, effectivement, on les avait pas vus comme en si grande difficulté depuis probablement la première semaine d'essai en 2019. C'était vraiment pas loin d'être la catastrophe, effectivement. Ouais. Pour cette équipe, on rappelle qu'ils vont faire confiance cette année à Lewis Hamilton et George Russell, qui a enfin piloté une Mercedes en course pour plus d'un Grand Prix, on l'espère évidemment. Et ce serait terrible qu'il se fasse déjà virer après Bahreïn, mais bon, écoutez, la Formule 1 nous a pris bien des choses. Mais ouais, c'est vrai que Mercedes, bon, ça n'a pas l'air au top pour l'instant, mais comme l'a dit Lewis Hamilton, ils n'ont pas la meilleure F1 pour l'instant, mais ils ont la meilleure équipe. Et ça, c'est quand même difficile de lui donner tort quand cette équipe remporte le titre 8 années de suite. Donc forcément, on peut se douter qu'ils vont remonter si jamais ils ne sont pas au top. J'ai cette impression, je ne sais pas si vous avez la même chose, que ces voitures 2022 ont l'air plus délicates à amener justement à la limite, t'en parlais Manu, sur un tour, et c'est un peu le cas pour tout le monde, et on peut avoir un petit souci, un petit côté encore imprévisible, parce que ces voitures ne sont pas encore très connues, qui peut faire foirer un tour assez rapidement, quoi. Il y a on a fait un article là-dessus, il y a des déclarations de Mario Isola qui ont grandement expliqué le problème. C'est qu'en fait, déjà, il y a la rigidité qui joue forcément. Et actuellement, ils ont des gros problèmes. C'est que les pneus à l'arrière sont tellement immenses, les roues sont tellement immenses, que en fait, donc, quand ils freinent, en gros, l'arrière pousse l'avant et provoque du sous-virage. Et sur une piste bossée comme Bahreïn, ça fait en plus que la voiture, qui a tendance à marsouiner, est super instable au freinage. Et le deuxième problème, c'est que les voitures aujourd'hui ne peuvent plus, avec justement la motricité qu'elles ont par rapport aux pneus et tout ça, et il est impossible pour les pilotes de relancer les gaz avant d'être en ligne droite. Ils ne peuvent plus commencer à réaccélérer pendant le virage. La voiture est totalement incontrôlable dans ces cas-là et ça provoque justement du sous-virage. Donc ils sont obligés en fait de freiner un grand coup. Une fois que l'effet de sol ne fait plus effet, ils lâchent complètement le frein. C'est ce qu'expliquait Charles Leclerc en fait. Il expliquait que c'était une télémétrie en triangle parce qu'en gros, il met un grand coup sur le frein, ça monte, la courbe de frein monte et tout de suite, dès que la voiture perd son effet de sol, il relâche et ça permet justement que la voiture s'arrête quasiment toute seule. Ensuite, il tourne un peu en roue libre comme ça et une fois en ligne droite, il réaccélère. Petite dédicace à nos amis de chez Roue Libre. Et voilà. Roue libre, c'est parti. Et du coup, ça fait qu'ils n'ont plus la même capacité à trouver du grip en virage comme avant. Et donc, forcément, dès que la voiture est un peu à la limite ou qu'ils sont rentrés un peu fort dans un virage, c'est beaucoup plus compliqué à prendre parce qu'ils n'ont pas cette capacité à retrouver du grip grâce à l'accélération. C'était très criant, je trouve, à l'épingle du milieu de circuit, où c'est là qu'on a vu le plus de blocage de roue, le plus de sorties de piste.
Et justement, ce que disaient les différents pilotes, c'est que ces voitures, elles sont très difficiles à conduire dans les virages lents notamment. Et on les voyait en train de braquer dans le virage. On avait l'impression que la voiture, elle pesait 1500 kilos, quoi. Par moment, en caméra embarquée, c'était impressionnant. Je ne sais pas si les pilotes auront travaillé leurs bras cette saison, mais j'espère qu'ils l'ont travaillé encore plus que d'habitude. La voiture, elle donne cette impression d'être vraiment... alors, les mots qui sont utilisés par les pilotes, c'est paresseux, c'est lourd, voilà. Et ça s'est vraiment vu là à Bahreïn, notamment à cette épingle. Et à d'autres virages aussi, on a vu vraiment énormément de pilotes partir au large. Oh, le virage 11, moi j'avais de la peine en caméra embarquée pour eux, là, parce qu'ils rentrent dans le virage et il ne se passe plus rien. La voiture ne réagit plus pendant 2 secondes, là, c'était... Non. Et c'est justement parce que c'était le virage le plus criant pour ça, c'est qu'à la fois c'est un freinage en appui, donc ils avaient beaucoup de mal à arrêter la voiture, parce que les roues arrière poussaient, et à la fois, une fois qu'ils étaient dedans, ils étaient obligés en fait de tout lâcher et de ne pas réaccélérer ni garder les freins. Donc ça donne cette espèce d'aspect justement super mou à la voiture, parce qu'en fait ils sont en roue libre littéralement, ils attendent juste d'avoir remis la voiture dans le droit chemin pour accélérer. Donc ça c'est quelque chose qui va s'atténuer et qui sera un peu moins visible quand ils seront à plein régime et puis sur un tour qualif, parce que forcément c'est des pilotes de F1 et que ça ira beaucoup plus vite. Donc je pense qu'on n'aura pas ce côté un peu pâteau des voitures qu'on a l'impression d'avoir là, depuis les essais de Bahreïn. Mais par contre c'est vrai qu'on sent que c'est des voitures qui sont hyper pointues à mettre à la limite, et je pense que quand on voit que la deuxième course de la saison c'est Jeddah, avec énormément de freinage très très fort, des virages très rapides, etc., ça va être très compliqué. Et on rappelle que ça ne sera pas Pato évidemment ce week-end non plus, puisqu'il est au Texas. Pato Ward, bien évidemment, il sera engagé en IndyCar. On rassure Romain quand même déjà, merci Romain pour l'abonnement avec Prime, mais surtout on te rassure parce qu'il nous demande dans le chat, elle s'arrêtera un jour la domination Mercedes. Regarde, Mercedes a gagné les 2 titres en 54 et 55, et ensuite ils n'ont plus rien fait jusqu'en 2010. Donc c'est possible. C'est possible que ça s'arrête d'un coup pour 5 ans. Elle a déjà commencé, ils ont gagné qu'un seul titre l'an dernier. Et oui, oh là là, c'est vrai que c'est la crise. J'ai beaucoup de peine d'ailleurs pour Will Buxton, parce que du coup il passe toute la saison à vous dire qu'il n'y aura qu'un seul vainqueur, mais finalement il y en a eu 2 l'an dernier. Parce que chacun a gagné un titre, donc c'était très compliqué finalement. J'ai beaucoup de peine pour Will Buxton, mais tout court en fait. Plus que ça. Beaucoup de désillusions pour ce personnage. Mais pour que vous... Grâce à lui, chaque année on sait que les qualifications sont importantes parce que ça détermine la grille de départ du dimanche. On a droit chaque année à ça. Non, mais après, bien sûr, il y a beaucoup de néophytes qui regardent, mais quand même. Il a quand même sorti une phrase, il a dit qu'une course de F1, le but c'était d'aller du départ à l'arrivée le plus vite possible. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment le truc, mais genre le sommet de l'analyse journalistique. Quoi. Encore une fois, c'est pas ça, ce sont des choses normales parce que ça s'adresse à un public de néophytes. Mais le dire en disant course de F1, c'est celui qui ira le plus vite du départ à l'arrivée. C'est ça en fait, faut pas, c'est bon quoi. Oui, on se dit que c'est une course de voiture quoi. Je crois que c'est Jackie Stewart qui avait dit qu'il faut réussir à gagner le Grand Prix le plus lentement possible. Enfin, je sais plus, c'était. Il y avait une phrase comme ça, mais ça fait partie de ces 33 phrases évidemment dites par tous les pilotes de l'histoire de la Formule 1, mais qui sont au final attribuées à Enzo Ferrari, bien évidemment qu'on salue bien bas. Oh merde, le Breton. Oh non, oh là là. Les débutants en Belgique, est-ce que ce sont des néophytes? Oh merde. Oh, elle est technique celle-là. Allez, on la valide, mais c'est parce que la saison n'a pas encore commencé. Tu fais ça au 8e Grand Prix sur 23, ça passe déjà plus. Et au 16e, tu es banni. Donc, faut savoir... Je serais trop fatigué pour lire ça. Faut savoir avoir un bon timing. Hein. Du côté de chez Red Bull, alors... On pouvait s'attendre à ce qu'ils soient aussi, eux, allez, on va dire, un espèce, pas de ventre mou, mais qu'ils soient aux avant-postes, mais pas trop. C'était voilà, des essais très, très discrets. Et puis, dernier jour, ils sont arrivés avec une évolution sur leur voiture, eux aussi. Formidable, hein, toutes ces équipes qui ont eu beaucoup de difficultés. On rappelle, hein, Red Bull et Mercedes qui se sont battus jusqu'à la dernière seconde de 2021. C'est eux qui pourront moins développer leur voiture. Ils viennent tous les deux avec des voitures B à la fin de Bahreïn. C'est quand même une merveille. Et Max Verstappen qui termine donc avec le meilleur temps de ses essais. Moi, ce qui m'inquiète chez Red Bull, c'est la confiance qu'ils affichent. Normalement, il y a toujours un peu de retenue ou quoi. Et là, clairement, il y a Helmut Marko qui a dit de toute façon, Ferrari sont actuellement les meilleurs, mais nous, on est au niveau. Donc, en gros, il n'y a pas de... Oui, enfin, après, ça reste des déclarations d'Helmut Marko dont Red Bull va certainement se désolidariser dans la seconde. Là, je pense pas. Honnêtement, je pense que la voiture est très bien née. Ça se voit. En fait, même quand tu la regardes rouler, il y a zéro alerte sur cette voiture. Autant la Mercedes, il y avait quand même quelques soucis d'équilibre, quelques trucs où tu voyais qu'il y avait des alertes pour les pilotes ou quoi, et la Red Bull elle a l'air super bien avec les 2 pilotes, donc c'est comme la Ferrari. Moi les 2 me font un effet vraiment impressionnant parce que c'est des voitures qui ont l'air de rouler comme il faut. Alors Ferrari, elle va pas dire non, mais on n'est pas du tout en cherchant la perf, donc possiblement on aura d'autres problèmes, machin, mais
c'est du flanc aussi, je pense. À mon avis, les deux équipes sont très en forme. C'est les deux voitures les mieux nées, clairement, et je pense que ce sera les équipes à surveiller avec quand même Mercedes en rôle de joker qui pourrait tirer son épingle du jeu, parce que c'est Mercedes, il ne faut jamais les oublier. Mais clairement, Red Bull a fait vraiment un boulot énorme sur cette voiture. On l'avait déjà vu à Barcelone, mais en fait, c'était que le début. En fait, c'était vraiment une première base de travail. Et là, on voit que les pontons sont vachement plus creusés, que l'aéro est vachement plus travaillé. Et effectivement, on sent qu'il y a vraiment du boulot énorme qui a été abattu sur cette voiture. Et je pense que ça va être que le début. Il y aura d'autres évolutions à venir. Donc, à mon avis, ça va être assez impressionnant en termes de course au développement chez ces trois équipes. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que budget plafonné ou pas, lutte tardive pour le titre en 2021 ou pas, les meilleurs ingénieurs restent les meilleurs ingénieurs et les meilleures idées restent les meilleures idées. Alors, Adrian Newey, il a révélé qu'il n'aimait pas du tout ces nouveaux règlements. Il trouve que de rendre les nouvelles monoplaces plus lourdes, ça n'a pas de sens. Qu'il aurait préféré, c'est son truc évidemment à Newey, avoir des concepts aérodynamiques beaucoup plus agressifs plutôt que de quelque chose de simplifié. Mais encore une fois, ça lui plaît ou pas. Ils ont visiblement encore réussi à designer une voiture qui fonctionne bien. Est-ce qu'elle sera rapide? On le saura ce week-end. Effectivement, le meilleur temps de la semaine, il y avait des sourires et des applaudissements quand Verstappen a franchi la ligne sur son meilleur tour. Donc, ils doivent quand même se dire que ça sent bon. Voilà, sans affirmer qu'ils vont être devant. On n'est pas tous obligés de croire Marco. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils seront proches. Ils seront proches, ils seront dans la lutte. Et il faudra compter sur eux. Et je te rejoins, Manu. Ferrari, pareil, très, très grosse impression. Voilà, le fait que ce soit les deux équipes désignées comme favoris par tout le monde, c'est quand même pas anodin, hein, ça boite les top teams. Le fait que la plupart des observateurs les placent pour l'instant devant Mercedes, ça montre qu'en effet, ils ont vraiment pu, à Barcelone comme à Bahreïn, tourner sans problème de fiabilité, avec des bonnes performances, même si encore une fois, ils sont loin d'avoir tiré à fond. Donc voilà, effectivement, une lutte Ferrari-Red Bull, ça se profile pour ce week-end, en attendant de voir si effectivement Mercedes pourra répondre, ce qui est loin d'être exclu en effet. Ouais, parce qu'on y est, Ferrari, bon, ça doit être la 4e fois ces 6 dernières années que Ferrari explose la concurrence aux essais hivernaux, mais il y a quand même beaucoup de positifs sur les 2 semaines d'essai. Ils ont l'air sereins. C'est la première fois depuis 1947 que j'ai vu Ferrari serein. Il n'y avait pas encore de champion du monde de F1 à l'époque, rendez-vous compte. Je dois vraiment faire un gros mea culpa sur Binotto, parce qu'il y a un an de ça, ou même... Quand on a commencé Grand Prix, je disais vraiment qu'il fallait que Binotto parte, parce que pour moi, Ferrari manquerait toujours de quelque chose avec lui à sa tête. Et en fait, non. Concrètement, on voit que l'équipe a vraiment progressé dans tout. Le design a l'air plus conscient de ce qu'il fait. Le moteur a l'air vraiment excellent. Les pilotes sont super sereins. Binotto lui-même affiche un espèce de langage corporel de boss, vraiment, pour le coup, que je n'avais jamais vu avant. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui font que, effectivement, ce n'est pas encore le chrono qui parle. Mais on voit très très bien que tout va bien chez Ferrari. En fait, personne n'a l'air d'être inquiet. La voiture est bien née. Il y a une vraie identité visuelle qui se redégage à nouveau. Ils sont sur une dynamique qui a très bien commencé en 2021 avec le rebond après 2020 qui avait été où Ferrari avait touché le fond, mais genre comme jamais. Et aujourd'hui, le rebond amorcé l'an dernier se confirme en fait avec une équipe qui a l'air vraiment sereine. Alors maintenant, à voir si une fois qu'ils joueront les victoires et les titres, ça ne va pas de nouveau s'effondrer, parce qu'on rappelle quand même que Ferrari a un historique récent d'une voiture qui était au moins aussi bonne que la concurrence, je pense 2017, 2018 et 2019, et où au final ils se font éclater par Mercedes. Donc là, ça va être le grand, on va dire l'étape suivante à franchir. Ça va être de maintenant confirmer que c'est pas que visuel et qu'il y a vraiment un potentiel nouveau chez Ferrari. Mais là, pour l'instant, tous les voyants sont ouverts chez eux, et cette voiture qui n'a pas du tout évolué très très peu entre Barcelone et Bahreïn semble être une base de travail vraiment super impressionnante. En tout cas, on peut le dire, ils n'ont quand même pas vraiment le droit à l'erreur. Quand les nouveaux règlements techniques de 2014 étaient en place, on disait à l'époque, c'est tout bon pour les constructeurs et motoristes, c'est-à-dire Mercedes et Ferrari. Et à l'époque, je me souviens qu'on disait, ce serait loin d'être impossible d'avoir Mercedes et Ferrari au sommet. Finalement, non, c'était que Mercedes. Là, ils ont une nouvelle chance vraiment de repartir de zéro. Il y a beaucoup d'espoir, et un nouveau raté, ce serait quand même vraiment, vraiment dommageable, d'une pour leur image, et deuxièmement, franchement, que dire de plus, parce qu'ils n'ont pas joué la gagne depuis 2 ans, ils ont eu tout le temps de préparer ce projet. Effectivement, les essais hivernaux se sont bien passés. Maintenant, comme tu dis, Manu, si c'est tout ça pour rien, ce serait vraiment, vraiment le gros raté de l'année pour moi, parce que
Parce que pour moi, c'est une des équipes qui a vraiment le moins d'excuses. En étant une équipe d'usine à part entière, développer son propre châssis, son propre moteur, t'as pas le droit de te rater dans les grandes largeurs comme en 2014. Donc, espérons pour eux effectivement qu'ils pourront se mêler à la lutte et s'ils sont là, on aura quelque chose d'exceptionnel. Il faut se réjouir de ça. Bon, moi, je reste inquiet. Vas-y, Manu, pardon. Non, j'ajouterais juste qu'effectivement, je pense qu'ils doivent aussi une grande partie de leur dynamique actuelle à Laurent Mekies, qui est le directeur sportif de l'équipe, et qui en fait aujourd'hui s'occupe un peu plus de la gestion pure de l'équipe sportive sur place, comme le faisait Binotto avant, mais Binotto en fait essayait de chapeauter tout et ça ne fonctionnait pas. Et là, on voit que depuis que Laurent Mekies a évolué dans son poste, l'équipe a vraiment changé de dynamique et je pense qu'il en est grandement responsable aussi parce que c'est un excellent gestionnaire de pilotes, un excellent gestionnaire d'hommes et de femmes, et je pense que, à mon avis, il a vraiment donné un second souffle à l'équipe de course sur les circuits. Ouais. Moi, ça m'inquiète quand même sur un côté. On parle effectivement, on n'a pas arrêté de louer Ferrari en 2021, dire que c'était formidable, que leur duo de pilotes était super complémentaire, qui s'entendaient super bien, tout ce genre de choses. Mais c'est dans le chat Gus the Struggler qui nous dit Binotto, sa mauvaise gestion du duo Leclerc-Vettel lui a fait une très mauvaise pub. Et je crois sincèrement que c'est peut-être là que peut se situer le problème. Pas que j'ai pas confiance en Charles Leclerc ou Carlos Sainz, mais Carlos Sainz, on ne l'a jamais vu jouer des victoires. On l'a jamais vu dans un environnement réellement très compétitif. C'est toujours beaucoup plus simple d'être sympa dans une équipe quand voilà, tu fais tes 5-6e places, de temps en temps tu montes sur un petit podium, on tu ne montes pas dessus, on t'appelle au téléphone pour dire que tu termines sur le podium, mais voilà, une fois sur deux. Voilà, c'est toujours plus simple d'avoir une dynamique sereine dans une équipe quand ça ne joue pas le titre. Mais rappelez-vous, ne serait-ce que Mercedes en 2013, quand Hamilton arrive avec Rosberg, bon voilà, ça se frite un peu en Malaisie sur une consigne d'équipe, mais ça redescend très vite. Et puis à partir du moment où ça a joué le titre, c'est devenu absolument délétère. Qui nous dit que Carlos Sainz ne deviendrait pas comme ça? J'y crois pas forcément, ça me semble pas être dans le caractère du bonhomme, mais il n'a jamais été dans cette position de lutter pour le titre réellement. On a vu un Charles Leclerc en 2019 qui est devenu quand même beaucoup plus violent, entre guillemets, ou en tout cas qui a montré qu'il avait un état d'esprit vraiment de fighter, de compétiteur, comme dirait ce cher Gaëtan. Voilà, peut-être que Carlos Sainz soit la même chose et que ça pourrait mener au clash. Je ne sais pas si vous avez un peu cette impression. Alors, je pense que tu as raison, c'est pas exclure. Tu as tout à fait raison de rappeler que quand on lutte pas pour le titre, c'est beaucoup plus facile d'avoir une bonne entente. Maintenant, il y a quand même une différence, c'est-à-dire que par exemple, Sainz n'a pas le statut chez Ferrari qu'avait Vettel à l'époque où Leclerc est arrivé. C'était pas un quadruple champion du monde, c'était pas le leader de l'équipe depuis 5 ans. Et comment dire, pour Vettel, c'était extrêmement douloureux de se faire dominer sa première saison par Leclerc. C'était un nouveau pilote qui était plus de 10 ans plus jeune que lui et qui n'avait pas encore fait ses preuves. Donc, je pense que c'était extrêmement difficile. Et pareil pour l'exemple chez Mercedes, il y avait déjà un champion du monde, c'était Lewis Hamilton, et Nico Rosberg avait déjà gagné des courses. Donc on avait là des pilotes, je ne dis pas que Sainz n'a rien prouvé, hein, bien au contraire, mais on avait déjà des pilotes vainqueurs de Grand Prix, voire champions du monde. Et du coup, ça donne aussi un autre aspect aux pilotes, une autre pression. Sainz, aujourd'hui, tout talentueux qu'il est, il n'a pas encore gagné de course, et je pense que c'est une bonne chose pour Ferrari. Déjà, le duo de pilotes s'entend très bien. Vous allez me dire, Hamilton et Rosberg s'entendaient très bien aussi, mais là, ils s'entendent très bien depuis un an, ça se passe plutôt bien, l'ambiance est bonne, à voir si ça dure effectivement. Je suis un peu moins inquiet que la relation Vettel-Leclerc, pour la raison que j'ai mentionnée, c'est-à-dire qu'on a deux pilotes effectivement qui vont être extrêmement ambitieux, mais j'ai l'impression, alors peut-être que je suis naïf, mais je sens une vraie cohésion d'équipe. J'imagine pas Sainz, par exemple, après 6 ou 7 Grands Prix, admettons, si Leclerc était amené à jouer le titre et que lui était, pour X raisons, un petit peu plus en difficulté, d'un seul coup mettre des bâtons dans les roues de Leclerc. Je le vois plus en team player, en joueur d'équipe, en disant, bon, c'est pas pour moi cette année, mais peut-être que voilà, j'aiderai l'équipe et Leclerc cette année en attendant ma chance l'année prochaine. Peut-être que ça n'arrivera pas, hein, et peut-être que les deux vont vouloir se marcher l'un sur l'autre, mais je sens malgré tout cette cohésion d'équipe qu'il n'y avait pas forcément à l'époque, voilà, Vettel-Leclerc. Encore une fois, je peux me tromper. Effectivement, si Ferrari est amené à dominer les championnats et que comme à l'époque Hamilton-Rosberg, on a les deux pilotes Ferrari qui se battent pour le titre, là, ça promet. Maintenant, s'il n'y en a qu'un des deux qui se bat contre une autre équipe, c'est pas impossible qu'il y ait une discussion interne en équipe. Les deux pilotes sont encore très jeunes. Les deux Sainz va bientôt être prolongé a priori. Leclerc est là à long terme. Il y a des chances quand même qu'il y ait une cohésion d'équipe. Ça fait très longtemps que Ferrari n'a pas gagné. Moi, je pense que ça peut bien se passer, à moins encore une fois que les deux sont en lutte pour le titre. Et là, effectivement, le contrôle sera difficile. S'il n'y en a qu'un des deux,
je vois très bien Leclerc ou Sainz faire le jeu de l'équipe pour aider Ferrari à gagner. C'est pas quelque chose que j'exclus du tout. Moi, je te rejoins là-dessus et je pense que ce sera la deuxième solution parce qu'à mon avis, Leclerc sera un cran au-dessus de Sainz cette année. La saison 2021, Sainz a été très bon. Sainz est très bon, hein, c'est un excellent pilote de F1, mais Leclerc est meilleur. Pour moi, il n'y a pas photo. L'an dernier, le bilan est vraiment à l'avantage de Leclerc. C'est du 14-8 en qualif et du 14-6 en course quand ils terminent tous les deux. C'est quand même vraiment pas rien. Oui, Sainz fait plus de podiums, mais il en récupère énormément dans les conditions un peu hasardeuse ou parce qu'il y a eu un carnage. Je pense notamment à la Hongrie où Leclerc se fait éclater au départ. Je pense à la Russie où Leclerc est juste victime d'une mauvaise stratégie alors qu'il était devant Sainz et ainsi de suite. Et au final, je pense pas qu'il y aura match. Pour moi, même si Sainz est au niveau, il ne tiendra pas sur la longueur parce qu'il ne faut pas oublier que Leclerc est un excellent pilote. C'est un très très bon pilote de qualif. C'est un pilote qui est redoutable en course. On se rappelle qu'il a fait des duels contre Verstappen en 2019 et contre Hamilton. Je pense notamment à l'Autriche, je pense à Silverstone et je pense à Monza, où il était vraiment excellent. C'était un excellent pilote. En Belgique, il retient aussi Hamilton en fin de course, donc même si Vettel l'aide aussi. Donc vraiment, pour moi, il n'y aura pas photo. Leclerc est un cran au-dessus, parce que je pense que Leclerc est un des 3 ou 4 meilleurs pilotes du plateau actuellement. Mais je ne pense pas que ça posera problème, parce qu'effectivement, je pense que Sainz aussi sait que de toute façon, il aura l'enjeu du contrat s'il n'a pas encore signé. 2, il aura aussi ça dans son contrat s'il l'a signé, je pense. Et 3, je crois vraiment que de toute façon, Ferrari va repartir sur une base. Si en tout cas, ils ne sont pas en ultra domination, ce que je ne pense pas, parce que Red Bull ne sera pas loin et Mercedes non plus, ils repartiront sur une base quand même avec un pilote qui sera un peu favorisé. Et forcément, ce sera celui qui est le plus performant, et je pense que ce sera Leclerc, parce que de toute façon, Leclerc avait pris la mesure de Vettel quand il est arrivé, et on avait vu que quand la voiture était justement en mesure de viser de la victoire, du podium, etc., il était là, en fait, tout simplement. On se rappelle que son premier Grand Prix chez Ferrari, il ne gagne pas parce que... Enfin non, c'est le deuxième. Le deuxième, il ne gagne pas parce qu'il y a un problème mécanique sur la voiture. Donc voilà, je pense que pour moi, il n'y aura pas de match. Et effectivement, je crois vraiment que Leclerc va... à l'aube d'une saison hyper importante, parce que s'il venait à se faire dominer, par contre, je pense pas qu'il voudrait prolonger plus loin que ce qu'il a déjà chez Ferrari, et je pense qu'il commencerait même à réfléchir à l'inverse, et à l'inverse, je pense que là, il a vraiment l'occasion en or de s'établir comme le leader à long terme chez Ferrari. Je suis d'accord avec toi, Manu, 100%. Je pense que le classement final du championnat 2021, il est trompeur. On a vu beaucoup de gens s'enflammer en disant Sainz a battu Leclerc, oui, mais encore une fois, il faut le répéter, sur une saison où le titre n'est pas en jeu, les pilotes ils vont avoir tendance à pousser un petit peu plus la limite, à peut-être prendre plus de risques. Et on a vu peut-être Leclerc effectivement faire plus d'erreurs que Sainz l'année dernière, mais parce qu'aussi il allait chercher plus la limite. Moi je pense que si la voiture peut jouer le titre cette année, si Ferrari peut jouer le titre, je suis d'accord. Je pense que la différence en vitesse pure fera que Leclerc sera devant. Maintenant, attention pour le Monégasque, Sainz est extrêmement régulier, il fait quand même très peu d'erreurs, moins que Leclerc, il faut quand même le dire. Leclerc pourrait gagner plus de courses que lui. Rien ne dit que Sainz ne pourrait pas obtenir plus de podiums, par exemple. Et on sait très bien que, comme disait Enzo Ferrari, pour le citer encore une fois, les points intermédiaires, c'est ça qui vous font gagner le championnat. Si Leclerc a 5 victoires en fin de saison et Sainz 2, mais qu'il a 2 fois plus de podiums, il sera devant au championnat, par définition, ou a priori. Et donc voilà, attention à ça. Mais je te rejoins, Manu. Sainz, je le vois absolument pas comme un numéro 2, mais Leclerc, il fait partie pour moi de cette catégorie de... Voilà, il y a les pilotes de Formule 1 et puis il y a encore une autre catégorie que moi j'aime bien appeler les cyborgs, un petit peu avec les Hamilton, Verstappen et compagnie. Pour moi, Leclerc, s'il a une voiture pour jouer la gagne, il sera amené à rejoindre cette catégorie-là. Et s'il arrive à ne plus faire les petites erreurs qu'il fait, mais pour moi, s'il joue le titre, il passera encore une étape supérieure. Il sera intouchable, je suis d'accord. On l'a vu avec Verstappen, pour moi c'est un peu le même genre de pilote, c'est des pilotes qui sont très entiers, à Verstappen un peu trop pour moi, mais c'est des pilotes qui sont toujours à la limite de leur performance et de leur capacité. Et on a vu que Verstappen, quand il a joué le titre, oui, il est allé à la limite et un peu trop loin par moment, mais malgré tout, il a quand même fait beaucoup moins d'erreurs et a été quand même vraiment très rapide tout le long. Donc je pense que Leclerc, c'est un peu pareil. Après, dans le chat, je voyais Nico qui demandait est-ce que le fait qu'il y ait un numéro 1 et un numéro 2 historiquement chez Ferrari, ça ne va pas pousser les pilotes à être très agressifs en début de saison? Sûrement que si. Mais encore une fois, pour moi, Leclerc sera vraiment... Si les deux se mettent à 110% un samedi en qualif, Leclerc sera devant Sainz. Et pareil le lendemain en course.
Et les 67 qui nous disaient est-ce que Mazepin du coup est meilleur que Schumacher vu qu'il est plus régulier et crachait moins la voiture? Non, puisque Mazepin prenait jusqu'à 4 secondes en qualif, ce que n'a jamais fait Sainz. Donc on ne peut pas comparer l'incomparable. C'est ça en fait, tout à l'heure c'est vrai qu'on a dit. On a dit que c'est quand même, voilà, quand on joue pas le titre, c'est plus facile d'avoir une bonne ambiance dans l'équipe. Rappelons que Mick Schumacher et Nikita Mazepin ne pouvaient pas se blairer l'an dernier alors qu'ils jouaient les 10e place. Donc, vous qui n'avez pas encore vu l'épisode 4 de Briscoe Sauvet, je vous le conseille vraiment. Oui, c'est vraiment un des meilleurs épisodes de la série, non pas de la saison. Et que c'est totalement sur la saga Mazepin, Uralkali, As, qui est vraiment, c'est très passionnant. Donc, et ça donne un bel éclairage sur pourquoi c'était à ce point-là la merde. Est-ce que par pitié, à un moment donné, ça va mieux? Parce que moi, ce que j'aime pas sur les 3 premiers épisodes, c'est qu'on commence à Bahreïn, puis le 2e épisode commence à Bahreïn, puis part à Monaco, puis le 3e épisode commence à Monaco. Bon, j'en ai marre de voir les mêmes Grands Prix 2 fois. Commence à me gonfler. Je sais même plus. Je sais que normalement, les pilotes sur As, ils se passent au Grand Prix de Russie, et Mazepin fait une performance extraordinaire pour battre 2 pilotes qui ont abandonné. C'est quand même très fort de sa part. C'est un peu l'idée. Ouais. Ils n'ont pas réussi à vraiment lui redorer son image, donc ça, c'est déjà pas mal. C'est un petit peu compliqué. Quand même le meilleur gag de l'histoire de la série. Alors oui, c'est pas une série comique, mais voilà la foutre. Mais c'est quand même le Nikita Mazepin F1 Team. Clac. Est-ce que tu peux le faire en russe? Bah Nikita Mazepin F1 Team. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai le même nom. J'ai trouvé très courageux l'accent. J'ai trouvé très courageux de la part des producteurs de le laisser alors que c'est eux qui se font ridiculiser dans cette scène. C'est con, mais ça me rappelait, je l'avais évoqué quand j'étais en live, ça me rappelait Ryan Briscoe quand IndyCar faisait à chaque fois des bêtisiers, donc il y avait au début de saison, il doit faire plein de choses dans le Content Day, on fait tout le contenu pour la saison et tout, et donc on lui dit, donc là il faut que tu dises non pilote équipe, il regarde la caméra, il fait non pilote équipe. Ah oui, ce qu'on m'a demandé de faire, donc évidemment. Bah là, le pauvre Mazepin était un petit peu pareil. C'était assez compliqué. Derrière Ferrari, donc au championnat, c'était McLaren. Bah, on l'a déjà évoqué, effectivement, pour McLaren. C'est des essais en demi-teinte. C'est un pilote qui n'a pas beaucoup roulé dans la voiture, ce qui n'est pas une bonne nouvelle quand on a un changement aussi impressionnant de réglementation. Voilà, c'est vraiment dommage, parce que c'est les seuls, je trouve, où il y a eu un vrai changement, un gros changement, je trouve, entre Barcelone et Bahreïn, parce que Bahreïn a plutôt confirmé les réactions qu'on a vues à Barcelone, peut-être Mercedes un tout petit peu sur la pente descendante avec cette grosse évolution, mais McLaren, on les mettait presque prétendants au titre après Barcelone, et puis là, on n'est pas trop sûr. Il y a pas mal de changements quand même, on reviendra dessus, mais Alpine et As sont vachement plus sur une pente ascendante qu'elle était à Barcelone aussi, et je pense qu'effectivement McLaren, après c'est compliqué parce qu'ils n'ont vraiment pas roulé. S'ils avaient pu rouler de manière normale, peut-être qu'on aurait confirmé à peu près les mêmes choses. Ils ont tellement de retard que c'est compliqué. Et en plus, Bahreïn est vraiment une piste difficile. Le problème, c'est Jeddah aussi. Donc, il va falloir attendre au mieux Imola pour commencer à avoir quelque chose d'un peu plus représentatif. Mais je pense que il n'y a pas de grand drame chez McLaren. Ils vont juste prendre du retard en début de saison. Et si le peloton est très serré comme il s'en inquiète, ça pourrait effectivement coûter cher en fin de saison, par contre. Paul ? Non, sur McLaren, je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Effectivement, ce sera probablement un week-end un peu compliqué parce qu'encore une fois, ils ont été très préparés durant leurs essais de Bahreïn. Maintenant, encore une fois, rien ne dit qu'ils n'auront pas trouvé les solutions d'ici là. Ils ont quand même beaucoup mieux roulé la dernière journée. Et avec le rythme de développement qu'on va avoir, une équipe qui est 8e de la hiérarchie peut très bien être 3e à l'épreuve suivante. Ils ont trouvé une évolution qui règle une grande partie de leurs problèmes. Donc, non, je ne suis pas inquiet outre mesure pour McLaren. On a vu à Barcelone que la voiture était très bien née. Elle se comporte bien. Il y a eu un problème de surchauffe. Tu évoquais les écopes de frein, Manu. Effectivement, si le problème vient de là, je suis sûr qu'ils le savent déjà. Et il y a fort à parier que pour le Grand Prix, il y a déjà des évolutions. Donc, pas trop inquiet. Et encore une fois, la saison sera longue. Ils auront du temps pour se rattraper s'ils partent mal. Ils ont déjà amené des évolutions, alors pas définitives, mais qui ont réglé le problème, puisqu'ils ont beaucoup plus roulé le 3e jour. Donc, je m'inquiète pas. Je te dis, je m'inquiète pas pour eux à moyen terme. Ils vont pas être en panique et à l'arrêt ce week-end. C'est juste que, effectivement, ils vont devoir reprendre de plus loin que les autres, mais en même temps, la voiture a l'air de basse scène, donc ils vont être un peu en décalage, mais c'est pas. Je pense pas qu'à cause de ça, ils vont pas passer d'une voiture qui joue le top 3, top 4 du championnat à quelque chose qui joue le top 8, quoi. Donc, voilà. C'est pas bien grave. Bon. Après McLaren, pardonnez-moi. Ça y est, il faut parler d'Alpine quand même, on y est, Alpine. Tu veux parler des voitures roses. Oh, elle est... Oh là là. Alors, ils ont enlevé le bleu quand même. Oui, je la trouve superbe. Pour te dire, Michael, je l'ai même en fond d'écran sur mon PC, cette voiture. Tellement je la trouve belle. Ah non, mais elle est jolie,
Bon, après, toutes mes félicitations à Sean Bull qui a trouvé l'outil pot de peinture sur Photoshop et c'est très bien fait. Mais c'est peut-être violent. Bah, après, elle est rose, quoi. Hein. C'est une voiture rose finalement. Donc, bon, Belle voilà. teinte de rose. Et puis, non, ils ont un petit peu modifié les livrets, parce que du coup, la bleue aussi a été changée avec l'espèce de dégradé en logo Alpine qui n'est pas sans rappeler le AMG de Mercedes l'an dernier. Mais ça reste joli, moi j'aime beaucoup. Et puis, voilà. Après, il y a d'autres considérations que l'esthétique, évidemment. Même si cette livrée rose fait beaucoup parler et que je me prends beaucoup de critiques de gens qui me disent que j'ai absolument pas de goût à préférer celle-là. Non, j'avoue, dans l'arrière, c'est vrai que voilà, il y a le petit côté Alpine. C'est vrai que le petit dégradé Alpine est joli. Ça, c'est un pattern qui est très intelligent et très sympa de l'avoir mis. C'est beaucoup plus discret d'ailleurs que les AMG, évidemment, avec une lettre. Il n'y en a pas trois. Ça marche bien. C'est pas difficile d'être plus discret que Ouais, ça. voilà, c'est une voiture rose et noire, mais c'est bon. Moi, j'ai du mal avec une Alpine. Bon, Alonso, est-ce qu'il a pas testé un casque rose ou c'était encore une fake news d'internet cette affaire? Parce que s'il passe au rose au casque aussi, moi, c'est plus possible. Hein. Ça devient... Non, a priori, je pense que justement le contrat avec BWT a fait il y a une livrée spéciale avec du rose entier, mais par contre les casques n'ont pas l'air touchés du coup. Bah, aux essais, en tout cas, ni Ocon ni Alonso n'avaient du rose sur le casque. Hein. Ils avaient leur Voilà. casque plutôt traditionnel, a priori. Donc, par contre, je serais pas étonné que la voiture soit rose plus souvent que les deux premières courses, finalement. Mais... Ouais, ça, c'est sûr. On a vu en Autriche, elle le sera. Voilà. Et probablement la moitié des Grands Prix qui sont sponsorisés par BWT, parce qu'on rappelle que BWT est un sponsor de la F1. Je pense que la voiture sera bien rose aussi, à mon avis. Après, honnêtement, voilà, en fait, ça me fait beaucoup de peine à le dire, mais oui, je suis d'accord. Elle est très jolie en rose, cette voiture. Parce que le bleu est infâme sur l'autre. C'est ça le problème. Moi, j'aime pas trop. Hein. Mais en fait, j'aime bien au soleil. Mais le problème, c'est que quand il fait pas beau, tu fais quoi? Tu mets la rose quand il fait pas beau ou tu changes les peintures Oh l'horreur absolue. C'est vrai que c'est la première fois qu'on la voyait rouler, cette voiture rose. Et il faut admettre que le mérite d'être dans une seule couleur, c'est que c'est plus harmonieux qu'un mélange de couleurs mélangées qui ne vont pas forcément ensemble. Et voilà, je ne vais pas dire que je l'adore comme Manu, mais elle a le mérite, c'est vrai, cette voiture toute rose d'être au moins harmonieuse. Là où ce bleu et ce rose ensemble, c'est pas forcément du meilleur goût. Et je suis d'accord avec Manu, je pense que ce ne sera pas que pour deux courses. Déjà l'Autriche, c'est clair, ça va intégrer. On aura d'autres courses. Il y aura forcément une excuse de toute façon pour la réutiliser. Belgique, parce qu'il risque de faire moche. Voilà, il modifie du contrat, à mon avis. Oui, voilà. Ça risque d'être compliqué. Non, mais voilà, après, elle est pas infâme. On dit simplement ça parce que voilà, c'est une Alpine. Effectivement, une Alpine rose, ça peut surprendre, mais que voulez-vous hein, les considérations sponsoring sont là. Et surtout, on était très inquiets après Barcelone. Pas vous le cacher, j'étais quand même parti sur un. Eh ben écoutez, elle va abandonner quasiment la moitié des Grands Prix et puis l'autre moitié elle finira 9ème, ce sera chouette. Et ici, à Bahreïn, la voiture avec l'air quand même plus solide. Alors, pas de là, pas, je pense, à aller titiller non plus les sommets des classements, mais bon, elle a l'air quand même bien née. Pas eu de gros soucis, il y a eu un petit problème pour Ocon, mais qui a été vite résolu. Donc, franchement, c'est relativement positif pour Alpine. On est resté très sobre aussi, hein, Paul. On est resté très calme hein, au niveau des déclarations. Même si Laurent Rossi avait du mal à cacher son sourire le vendredi après-midi, quand même, tu sentais que la voiture était bien née, mais voilà, on reste lucide. Et c'est Alan Perman, le directeur sportif de l'équipe, qui a peut-être annoncé la bonne nouvelle, c'est qu'ils, non seulement ils comprennent, mais ils maîtrisent le martionnage, c'est-à-dire qu'ils savent exactement quoi faire pour le provoquer ou l'arrêter complètement en fait. Alors ce sera jamais possible de l'arrêter complètement, sinon vous sacrifiez trop de performance. Mais en tout cas, ils semblent avoir trouvé l'équilibre pour faire marcher la voiture de façon optimale, sans trop souffrir de vibrations. Et ça, c'est peut-être la vraie bonne nouvelle pour eux. C'est peut-être les premiers finalement après McLaren à réellement contrôler, du moins si on se fie à ce qu'ils nous disent, que voilà, le martionnage a priori ne sera plus un souci pour eux. C'est une vraie bonne nouvelle parce qu'ils ont pu débloquer un peu de performance et surtout pour les pilotes, c'était bien plus confortable dans la voiture. Je l'ai dit en début d'émission, les sourires des pilotes en fin de deuxième et troisième journée, c'était quand même assez révélateur. Que, comme tu l'as dit, Michael, il y avait une vraie inquiétude. Ils n'ont pas caché qu'il y avait une vraie inquiétude après Barcelone. La dernière journée avait été complètement perdue par le problème hydraulique. Et c'était la 8e équipe en termes de kilométrage devant Haas et Alfa Romeo, qui avait pour le coup pas du tout brillé à Barcelone. Donc c'était quand même pas très prometteur pour une équipe qui est censée vouloir jouer les premiers rôles à court, moyen ou long terme. Et là, ils sont effectivement extrêmement rassurés. Le temps, en plus, d'Alonso en dernière journée, le 3e temps, donc c'est à quasiment une seconde de Verstappen. Mais a priori, Perman a dit qu'il était plutôt chargé en essence. Et sans parler d'excitation, il a quand même dit qu'il espérait être au minimum en Q3. C'est quand même... Alors, en soi, non mais... Tu sais, être en Q3, on peut se dire pour Alpine, c'est normal.
Sauf que l'affirmer à un moment où on n'a absolument aucune idée de la hiérarchie, c'est quand même, selon moi, une certaine preuve de confiance. Parce que si le milieu de grille est effectivement aussi serré que ce à quoi on peut s'attendre, ça veut dire qu'a priori, par rapport à ce qu'ils ont observé de leur propre performance sur les relais et chez les autres équipes, encore une fois, sans savoir exactement quelle quantité d'essence utilisent les uns les autres, ça veut quand même dire qu'il y a une confiance. Voilà, effectivement, ils ne sont pas en train de dire qu'ils vont jouer le titre. Mais pour moi, une équipe comme Alpine, qui est en milieu de tableau depuis des années, affirmer qu'elle espère se battre en Q3, c'est quand même soit un excès d'optimisme, soit ce qu'ils ont vu sur leur performance, qu'ils étaient vraiment pas si mal que ça. Et je pense que la vraie bonne nouvelle, effectivement, c'est le fait d'avoir réglé le marsouinage. On voit que ça pose énormément de problèmes aux équipes. S'ils l'ont déjà réglé, tant mieux pour eux, ils vont pouvoir avancer sur la suite. Et deuxième chose, Perman a aussi dit qu'il y avait des énormes évolutions à attendre d'ici la 4e ou 5e course. Donc voilà, notamment ils vont avoir un nouveau plancher, je crois, dès le Grand Prix de Bahreïn, et il y aura des évolutions encore supérieures, majeures, d'ici le début de la saison européenne. Donc à suivre. Mais en tout cas, ça s'est bien mieux passé pour Bahreïn qu'à Barcelone. Ça, c'est une certitude. Ce qui est évidemment important. Il fallait que ça se passe bien sur ces séances-là. Après, voilà, ils jouent le titre dans 100 Grands Prix, donc ça va, on n'est pas... on a le temps. Faut pas s'inquiéter. Mais c'est vrai que voilà, au moins, il y a eu des essais positifs, ça fait du bien. Parce que c'est vrai que Renault et Alpine, ils ont quand même eu la même voiture pendant 3 ans quasiment. Donc voilà, avec un tout nouveau début. Le moteur a l'air de quand même plutôt bien marcher. Ça montait pas mal au niveau vitesse de pointe. Maintenant qu'ils pouvaient utiliser le DRS, voilà, qu'ils pouvaient vraiment utiliser la voiture comme elle sera utilisée ce samedi. Donc, et encore, a priori, ils n'ont pas fait leur chrono avec le réservoir vide et tout ça. Hein. Donc, les données GPS montrent qu'ils n'ont absolument pas cherché la performance dans des conditions de performance. C'est-à-dire, soit ils ont cherché la perf avec un peu d'essence, soit quand ils roulaient plus tranquille, ils avaient moins d'essence. Mais dans tous les cas, ils en ont encore apparemment pas mal sous le pied. Et quand on voit que Alonso sort de la voiture en fin de journée et dit on est beaucoup mieux, il a dit à la télé espagnole, on est beaucoup mieux placé que je le pensais au début des essais. C'est quand même quelque chose qui donne confiance. Moi, c'est vrai que je suis un peu rassuré pour eux parce que la première semaine, il y a des problèmes hydrauliques. Ils ont l'air de commencer à justifier, avant même qu'il y ait des casses, le problème de moteur. On n'utilise pas le DRS. Donc bon, ça faisait beaucoup. Et puis finalement, effectivement, cette Alpine, elle a l'air bien née. C'est pas la plus impressionnante en piste, mais ça a l'air d'être une des plus souples. Je sais pas comment dire. Elle a l'air vraiment, elle a l'air de mieux encaisser certains virages, certaines conditions. Et surtout, ils avaient dit à Barcelone qu'ils avaient réglé le marsouinage, mais c'est vrai que sur une piste comme Bahreïn, il y avait quand même l'inquiétude que ça revienne et que ce soit beaucoup plus compliqué à gérer, puisque il faut une autre rigidité de suspension à Bahreïn. Il faut d'autres conditions de réglage et tout ça. Et finalement, sur quelque chose de beaucoup plus exigeant, ils sont aussi parmi les premiers à l'avoir réglé, avec McLaren qui n'en était pas trop sujet. Red Bull, on n'a pas trop parlé, donc j'imagine que c'est pas trop un problème. Et Alfa Romeo, eux, avaient réglé le problème aussi. Donc ça fait quand même des avantages pour cette équipe. Et ouais, au moins en tout cas pour jouer proche du top 4, je pense que ça se fait, quoi. Après, je sais pas, plus tôt que ça, plus loin que ça, je suis pas sûr, mais probablement au niveau de la Q3 et des points sans trop de problèmes, je pense. On l'espère très clairement. AlphaTauri, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ils suivent leur tableau de marche, ça n'a pas trop mal marché. Gasly a fait des chronos intéressants. Ça a marsouiné aussi violemment au début d'essai, et puis ça s'est largement atténué en fin de journée samedi, donc c'est positif. Mais voilà, écoutez, je pense que c'est studieux et pas mal, Manu. Quelques réserves sur la recherche de perf avec les pneus C3, C4, C5, non C1, C2, C3 qui seront utilisés ce week-end. J'ai l'impression qu'ils avaient besoin de mettre les C5 pour avoir vraiment de la perf. C'est une voiture qui a l'air fiable, qui a pas l'air mal née, mais j'ai un peu peur qu'elle soit courte en termes de perf. Pour le coup, AlphaTauri ne dégage pas une impression aussi bonne. Pour moi, c'est l'équipe qui va payer à un moment ou à un autre le fait d'avoir été celle qui a fait plus de compromis sur le développement de la voiture. Puisque, comme on l'avait expliqué, je ne sais plus si on l'a expliqué dans le Grand Prix, mais en fait, ils ont été tributaires des choix techniques de Red Bull et ils ont dû en fait choisir une partie de leur choix à eux, qui est notamment les suspensions avant, sans avoir les suspensions arrière et la configuration moteur-boîte finale et les configurations du système hydraulique de Red Bull. Donc, il y a eu pas mal de compromis de fait en fait avec un design un peu fait au hasard et j'ai peur que la voiture n'ait pas la flexibilité de développement qu'ont les autres. Et du coup, comment dire, ce petit truc en fait pour améliorer facilement, de gagner quelques centièmes ou un ou deux dixièmes, quoi. Donc, je pense que ça roule bien, mais j'ai un peu peur qu'il soit
poil short en performance. Pour le coup, ça m'a pas semblé être la voiture qui a le plus de facilité à débloquer de la performance, en tout cas. Ouais, non, j'ai pas grand chose de plus à dire. C'est vrai, ils ont été relativement discrets finalement. C'est pas non plus l'équipe qu'on met le plus en avant en pré-saison généralement. Après, voilà, c'est vrai, il faut quand même signaler, ils n'ont pas eu de problème majeur, donc on ne s'attend pas à des problèmes de fiabilité énormes. Maintenant, c'est vrai que niveau performance, il faudra voir, je suis d'accord, c'était un peu discret. Des fois, c'est bon aussi une équipe qui est discrète, ça veut dire que tout se passe bien aussi, donc il faut voir. On n'attend jamais AlphaTauri comme une équipe qui va jouer le top 5 et finalement elle y arrive régulièrement. Donc en tout cas, elle arrive à s'en rapprocher. Donc voilà, une bonne surprise n'est jamais à exclure. On en saura plus ce week-end. Voilà, comme ils finiront de toute façon 6e du championnat, c'est pas le principal est d'y arriver. Après, la manière, c'est pas important. Aston Martin, bon, bah écoutez, je sais vraiment pas où ils en sont, honnêtement. C'est pareil, hein, c'était très discret. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de conclusions à tirer. Ce qu'on sait déjà, c'est que la voiture va énormément évoluer très prochainement. Ils évoquaient le directeur de la performance. Alors, je vais écorcher son nom, mais Tom McClough. Là, si votre écossais est meilleur que le mien, un nom d'origine écossaise en tout cas. Donc voilà. Il parlait d'une AMR 22 en soufflerie qui était a priori totalement différente de celle qu'on a vue en piste à Bahreïn. Donc des très grosses évolutions à prévoir. Éventuellement des pontons, alors pas forcément ceux de la Mercedes, mais bon, qui sait. Ils ont un moteur Mercedes aussi, donc pourquoi pas s'inspirer de ce que font les autres équipes motorisées par Mercedes, mais en tout cas, voilà, discret, mais a priori des très grosses évolutions à venir dans les prochaines courses. Donc à voir. C'est vrai qu'on n'en a pas énormément parlé. Encore une fois, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que c'est quand même une équipe qui n'a pas eu de soucis majeurs non plus. La plupart des équipes, de toute façon, en fait, ont quand même bien tourné à Bahreïn, finalement, à l'exception de McLaren. Donc, c'est quand même une bonne idée, une bonne nouvelle, d'ordre général, c'est qu'il n'y a aucune équipe qui a l'air larguée, en fait. En fait, tout porte à croire que ce milieu de peloton, il va être plus serré que jamais. L'année dernière, on avait 3, 4, voire 5 équipes. Cette année, on aura peut-être 7 ou 8, en fait, qui seront dans le peloton. Et on peut avoir une équipe qui qualifie une voiture en 6e place et une autre qui qualifie en 18e place, avec, 3 dixièmes d'écart. Donc, ça va être très intéressant. Et Aston Martin, bah, évidemment, ils ambitionnent d'être à l'avant de ce peloton-là. À voir ce week-end. Encore une fois, la réalité d'un Grand Prix ne peut ne pas être celle du Grand Prix suivant, notamment avec toutes les évolutions qui arrivent. Donc, à voir, à suivre. Ouais, pour compléter ce que tu dis, en plus, je pense qu'au-delà des évolutions qui arrivent, effectivement, qui vont bouleverser la hiérarchie, les voitures ont de tels concepts différents. Je pense que, encore une fois, entre un Bahreïn avec beaucoup de freinage en appui et d'épingles, et puis un Jeddah derrière qui est quand même très rapide, et puis un Imola qui est sur une piste beaucoup plus serrée avec des vibreurs qui vont être très compliqués, parce que faut oublier par exemple qu'à Imola, la clé pour un bon tour, c'est l'utilisation des vibreurs, ce qui est quasiment impossible avec les voitures actuelles, puisque les pneus de 18 pouces et les suspensions font que les vibreurs sont très mal encaissés. Donc il va y avoir beaucoup de choses à faire. Ça va être des questions de réglage à trouver, ça va être des questions de développement à amener. Et effectivement, la hiérarchie de ce week-end ne sera sûrement pas celle du week-end suivant. Elle sera encore moins celle des week-ends d'après. Et j'imagine même pas la différence de hiérarchie entre ce week-end et, par exemple, Spa ou même la fin de saison si le peloton est serré de base. Donc, je pense effectivement qu'il y a beaucoup à venir. Et ça va beaucoup jouer sur les évolutions. Il ne faut pas oublier qu'il y a des équipes qui peuvent faire fausse route aussi. Et ça serait le plus compliqué. Si une équipe se rate sur une évolution, le plus important sera de rapidement comprendre que l'évolution n'est pas bonne. On se rappelle qu'en 2019, As amène une voiture évoluée et pour Grosjean en Espagne, et je crois qu'il faut qu'ils attendent quasiment la Grande-Bretagne. Non, mais c'est après la Grande-Bretagne que Grosjean leur dit maintenant je ne veux plus conduire cette voiture, alors que ça fait 4 Grands Prix ou 5 Grands Prix qui leur explique que la voiture n'est pas bonne en fait. Donc si des équipes s'entêtent avec une évolution ratée, ça peut coûter très cher. Et ça va vraiment se jouer là-dedans. En fait, ça va jouer dans la corrélation et dans la compréhension des évolutions qu'ils amènent. On a vu beaucoup d'équipes qui ont dit de toute façon, avec le plafond budgétaire, on ne pourra pas amener des évolutions à l'appel et les tester. On sera obligé de les comprendre en soufflerie, en CFD, avant de les amener sur la piste. Donc ça peut limiter un peu ce problème, mais effectivement, il va y avoir beaucoup de changements. Et je pense que Aston Martin va devoir compter sur ses évos, parce que j'ai l'impression que la voiture manque un peu de performance. Ils ne sont jamais très loin, mais ils sont non plus jamais vraiment impressionnants. Je n'ai pas vu un tour qui m'a vraiment sidéré d'une Aston Martin, et je n'ai pas vu de comportement dans piste qui me semblait très... La voiture fait partie de celles qui sont le plus pâteau dans les virages lents. Vettel avait dit que c'était un camion, il ne faut pas oublier, à Barcelone. Et alors bon, je pense que c'est plus contre le règlement que contre spécifiquement la MR22. Mais à mon avis,
le choix qu'ils ont fait avec des pontons assez larges et assez hauts pourrait être un petit peu pénalisant en termes d'agilité. Et malheureusement, ça peut être un peu amplifié justement par ce comportement vachement rigide des voitures, quoi. Williams, on a mis le feu, hein, très clairement, à Bahreïn. Là, c'était Nicolas Latifi qui a dû s'immobiliser avec des freins en feu. J'ai pas bien vu. Est-ce qu'on a une raison pour laquelle Albon a fait très peu de tours le samedi? Parce que ça m'a... En fait, vu que normalement c'était Albon le premier jour, Latifi le deuxième, ils ont quasiment tout donné à Latifi pour qu'ils finissent les 3 jours avec le même nombre de tours, en gros. D'accord. Donc, oui, donc effectivement. Et du coup, ils ont laissé Albon. En fait, au départ, vu que Latifi avait que 12 tours le vendredi, il aurait dû faire toute la journée, mais ils lui ont quand même laissé prendre le volant en début d'après-midi pour faire des relais qualifs, pour qu'ils puissent voir le potentiel de la voiture avec moins d'essence et un horaire à peu près similaire à ce qu'ils auront pour la qualif de ce week-end. D'accord. Okay, donc, Williams, voilà, on peut s'attendre quand même à ce qu'il rejoigne encore une fois le milieu de peloton. Je pense que ça a l'air assez faisable pour eux. C'est pas mal, hein. Ils sont bien partis, a priori. En tout cas, ils ont fait forte impression. Les autres écuries l'ont noté. C'était plutôt une des bonnes surprises de ces essais de Bahreïn. Ils ont effectivement perdu ce roulage du vendredi, mais a priori, ils ont quand même pu compléter leur programme des journées d'essai, donc ils sont plutôt bien préparés, ce qui est pas une mince affaire chez Williams quand on connaît le scénario de certaines pré-saisons du passé. Donc voilà, la voiture a l'air de bien se comporter. Encore une fois, aucun souci majeur à part cette journée perdue. Et des pilotes a priori satisfaits. Donc voilà, a priori oui, je suis d'accord. Je pense que ça devrait pouvoir suivre le milieu de peloton sans problème, voire pourquoi pas créer quelques surprises. Voilà. Et on le répète une énième fois, mais les évolutions, encore une fois, seront importantes. Est-ce que Williams, si elle démarrait bien la saison, serait capable de suivre le développement des autres? Ce sera ça la clé, à mon avis, parce que s'ils ont créé une bonne voiture, c'est une bonne chose. Il faudra la faire évoluer absolument, cette FW44. Et c'est là qu'on verra justement si, depuis leur rachat par Darlington, ils ont justement réussi à progresser et s'ils pourront surfer sur la bonne dynamique qu'ils ont mise en place depuis 2021. Moi, j'ai un bon espoir pour eux, c'est qu'à mon avis, la voiture est une bonne base de développement. C'est ceux qui ont le moins de pontons, comme Mercedes un peu, avec vraiment juste le refroidissement et l'électronique qui est dans les pontons. Je pense qu'ils ont énormément à gagner en termes d'aéro s'ils arrivent à resserrer un peu le packaging du refroidissement et à faire comme Mercedes, à envoyer l'électronique ailleurs, donc souvent sous le cockpit dans la quille. Mais parce que s'ils font ça, je pense qu'ils gagneront en aéro et la voiture a l'air déjà assez maniable et assez performante sur le plan aéro justement. Donc ça a l'air plutôt bien né. Elle me semble vraiment packagée au mieux possible de la voiture pour l'instant. Et on a l'impression justement qu'ils sont partis dans cette philosophie type Mercedes, qui est, pour moi, reste quand même une bonne idée, parce que je pense que privilégier la traînée, et, ça va être vraiment important, surtout sur un règlement qui déjà peut favoriser la vitesse de pointe. Donc à voir. Après, effectivement, il y a un peu l'inconnu des pilotes, parce que Latifi est un peu short parfois, et parce que Albon revient d'une année sans, mais ça reste quand même un bon duo de pilotes et je pense qu'effectivement Williams ça a de quoi jouer beaucoup mieux que ce qu'il jouait les années d'avant, en tout cas ça c'est certain. J'ai lu dans le chat que c'était a priori peut-être le plus mauvais duo de pilotes. Je trouve ça un peu dur parce que Latifi a quand même pas mal progressé l'année dernière. En fin de saison, il était de plus en plus proche de Russell. On peut être dur avec Latifi, mais il est arrivé dans le pire contexte possible, quasiment en Formule 1. Il a débuté en 2020, donc l'année du Covid, et 2021, voilà, la préparation était vraiment pas idéale et on a vu en fin de saison qu'il était en train de progresser. Alors, je pense pas que ce sera un jour un pilote qui intéressera un top team. Faut être réaliste. Il fera jamais partie pour moi des cracks de ce sport. Mais faut pas le voir comme un mauvais pilote. Pour moi, maintenant, il a sa place en F1 et ce sera ultra intéressant de voir ce que Albon va faire face à lui parce qu'il va être comparé à Russell en fait. Albon. On peut espérer ou du moins s'attendre à ce que Albon le domine globalement. Si c'est pas le cas, ce sera un révélateur pour la carrière des deux pilotes en fait. Mais surtout Albon, qui va être extrêmement attendu. Il arrive de chez Red Bull, il apporte son expérience et ses connaissances de là-bas. Il a lui aussi bien sûr eu une année 2020 difficile, mais encore une fois, n'oublions pas quel contexte a été présenté aux pilotes en 2020, surtout les débutants. Albon, il en est à sa deuxième saison, c'est pareil, il n'a pas pu évoluer dans des conditions saines. On aura la première fois l'occasion de le voir à son vrai niveau pour moi cette année. En 2019, il avait changé d'équipe en cours de saison. 2020, c'était peut-être trop tôt, tout simplement pour une promotion chez Red Bull. Et puis encore une fois, il a fait face à Verstappen, ce qui est peut-être ce qui se fait de mieux actuellement sur la grille. Donc
voilà, laissons-leur un peu de temps. Moi, je dirais pas que c'est le plus mauvais duo de pilotes. Pour moi, de toute façon, depuis le départ de Mazepin, il n'y a plus de mauvais duo de pilotes sur la grille. Il faut quand même être honnête. Et voilà, moi, je suis très, très curieux de voir ce que va donner Albon. Je suis optimiste de le voir performer. Je pense qu'il va être dans un cadre sain où il va pouvoir se développer, où il n'aura pas la pression qui est parfois un petit peu malsaine chez Red Bull, surtout pour les jeunes pilotes. On les a vus, hein, que ce soit Gasly, Albon, tous les jeunes pilotes se sont cassés les dents chez Red Bull. Il n'y a pas d'autre moyen. Et même Perez, qui a 10 ans de Formule 1, on voit que c'est pas facile. Donc là, il va avoir l'occasion de repartir de zéro dans une équipe qui lui fait confiance, où il y aura beaucoup moins de pression. Donc, non, moi, je suis plutôt serein pour Williams. Je pense qu'ils vont bien travailler et j'espère pour eux que, voilà, essayer de se battre pour finir à 7-8e du championnat. Je pense que ce serait déjà un résultat très cohérent pour une équipe qui revient d'assez loin quand même. Et on va suivre ça avec de l'attention. Très clairement, c'est sûr qu'on va vraiment regarder ce qu'ils vont pouvoir faire hein, chez Williams. Alfa Romeo, alors là, oui Manu, pardon. Ouais, non mais justement, ça fait une bonne transition parce que j'avais parlé on parlait du haut de pilote. Effectivement, pour moi, le seul qui avait pas sa place en F1 dans le peloton de départ de saison, c'était Mazepin. Je vois il y a un débat un peu sur Zhou. Honnêtement, Zhou, c'est pas le meilleur pilote de tous les temps non plus, mais c'est un pilote largement honorable et surtout, il a fait des essais de pré-saison qui sont vraiment pas dégueux. Il a été super constant, il a fait beaucoup de tours, donc ça montre que les conditions physiques et la préparation sont là. Il a une approche qui est très intéressante parce qu'il a l'air un peu comme à Latifi, je trouve. Il a l'air de vouloir apprendre. En fait, il est hyper volontaire là où Mazepin ne l'était pas. Et en plus, il a l'avantage d'avoir Bottas avec lui. Alors, je sais que Bottas, c'est pas le mec qui a la cote la plus haute parce qu'il s'est fait éclater 58 par Hamilton, mais il s'est fait éclater 58 par Hamilton. Il s'est pas fait éclater par n'importe qui. Donc, faut pas oublier que Bottas est un excellent pilote aussi. Même s'il il a pas brillé chez Mercedes et pas tout le temps en tout cas, et bah, tant pis, c'est pas grave. Je pense que être encadré par un Bottas qui a 10 ans de F1 dans les pattes, c'est une très bonne chose pour Zhou, et je pense qu'effectivement, c'est pas un mauvais pilote, et lui aussi aura sa place rapidement à la manière d'un Latifi. C'est des pilotes payants, mais ça reste le haut du panier des pilotes payants, faut pas oublier, c'est comme Stroll. Stroll, il n'est pas là par hasard, parce que oui, papa l'a amené en F1 à coup de dizaines de millions. N'empêche que Stroll, il a fait des podiums, il a fait une pole, il a mené des courses. Donc voilà, c'est des pilotes qui savent gagner leur place en F1. Et j'ajouterais pour Zhou, et un peu pour Latifi aussi, que le parcours en F2, c'est une chose. Mais on a vu par exemple Mazepin qui faisait un parcours en F2 qui était sur le plan de la performance pas si mauvais, et s'est complètement effondré en F1. Et à l'inverse, je pense à beaucoup plus ancien, à Kobayashi, qui était vraiment une catastrophe en GP2, et qui, une fois arrivé en F1, a fait un pilote qui faisait des podiums et des très bons résultats. Donc, je laisserai sa chance à Zhou. Et pour moi, effectivement, on a désormais ce qui se fait de mieux en matière de peloton en F1. Et du coup, ça permet de revenir sur Zhou et sur Alfa Romeo, comme tu voulais, Mike. Ouais, parce que Alfa Romeo, je suis pas. Voilà, j'ai malheureusement l'impression qu'ils vont pas décoller hein, sur ce combat-là. Ça a pas l'air. C'était mieux à Bahreïn qu'à Barcelone quand même. Hein. C'est sûr que Barcelone, ouais. C'était assez catastrophique. Donc, certains pourraient dire qu'il pouvait que faire mieux. Bottas a dit qu'il appréciait de plus en plus sa monoplace, il se sent de plus en plus à l'aise, mais effectivement, il y a cette inquiétude de la fiabilité qui n'est pas encore totalement écartée. Donc, ça va être leur plan de marche hein, de régler ce problème de fiabilité, parce que la voiture a vraiment pas l'air mauvaise quoi, en termes de performance. Je pense qu'eux aussi seront dans le peloton, ils seront clairement pas largués. Maintenant, effectivement, il va falloir finir les courses, ça va être le problème. Et on a vu effectivement que c'est une voiture qui avait un petit peu de mal à enchaîner sur les longs relais. Alors, ils ont aussi des très bonnes journées de roulage. Joe, notamment, a eu un petit peu plus de chance que Bottas à ce niveau-là. D'ailleurs, je te rejoins, Manu, je l'ai trouvé très calme, très serein et agréablement surpris. Vraiment très solide durant ses essais. J'ai pas souvenir d'une erreur majeure, en tout cas pas plus que les autres, ce qui est quand même voilà, bien joué de sa part. Et juste, je me permets une parenthèse sur Joe. Je pense qu'on l'a forcément comparé directement à Piastri. Ils étaient tous les deux membres de l'Académie Alpine. Et là où Joe n'avait pas remporté le titre en 3 saisons, Piastri arrive en tant que débutant et il explose la concurrence. Quoi. Donc c'est vrai que forcément, ils font partie du même programme, de la même équipe. Et il y en a un qui est en F1 et pas l'autre grâce à ses sponsors. Donc je comprends que ça fasse grincer quelques dents. Maintenant, comme tu l'as dit Manu, tous les pilotes ne peuvent pas non plus gagner le championnat de GP2. C'est de Formule 2, pardon. Retour en 2005. Vraiment plus. Et voilà, donc je suis d'accord, laissons-lui sa chance. Je trouve que ses débuts sont intéressants. Et en plus, avec Bottas, ça peut former un duo extrêmement intéressant. Et voilà, à suivre. La fiabilité, vraiment, voilà, le problème d'Alfa Romeo. Mais en performance, ça a l'air, voilà, sans être extraordinaire, ça a l'air quand même cohérent. Donc, à voir.
Ce qui est rassurant pour eux, c'est qu'ils ont l'air d'avoir réglé tous les problèmes. C'est ce que disait Bottas le premier jour. En fait, tous les problèmes qu'ils avaient à Barcelone sont partis. Alors après, on a vu la voiture qui avait elle avait tendance à ne pas supporter les tours d'attaque, parce qu'à chaque fois qu'ils avaient un bon chrono, il y avait une panne mécanique. Mais au-delà de ça, c'était des pannes qui n'avaient pas l'air non plus catastrophiques. La voiture reprenait toujours la piste assez rapidement après, quand c'était pas une fin de séance. Et globalement, elle a l'air effectivement d'avoir réglé pas mal de soucis. Il disait que notamment vraiment le marsouinage, eux, c'est pas un problème. Ils sont capables, contrairement aux autres, ils l'ont réglé sans faire un seul compromis sur la hauteur de caisse. Donc ça peut vachement jouer sur des circuits où l'effet de sol sera important. Je pense notamment à Jeddah, où il y aura vraiment besoin que les voitures soient collées au sol pour avoir beaucoup de vitesse dans les virages rapides. Donc en fait, c'est vraiment ce qui est le plus compliqué dans ce peloton actuellement, c'est qu'est-ce qui va faire le facteur de différence. À quel moment les équipes vont se mettre en avant ou pas? Est-ce que ce sera la fiabilité? Est-ce que ce sera ce fameux marsouinage où finalement ça va être un coup d'épée dans l'eau et ce ne sera pas un problème? Ou est-ce qu'il y aura autre chose qui va venir se greffer, tout simplement la performance pure? Auquel cas, s'il y a juste la performance pure comme différenciateur, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'écart. On aura vraiment un peloton très serré. Et Alfa Romeo, pour moi, ne sera pas forcément en haut de ce peloton, mais ils seront dans le bon wagon, quoi. Et pour terminer ce tour d'horizon, messieurs, As, alors eux, ils ont connu des essais à Bahreïn. Déjà, ils ont un nouveau pilote. Donc Kevin Magnussen qui eux, ils ont connu une quinzaine. Donc déjà, donc on rappelle Barcelone, ils ont quand même dû enlever les stickers de Alcali en dernière minute parce que bon, ce fut complexe. Ils ont viré, donc ils ont coupé les liens, on va dire, avec Nikita Mazepin, qui est extrêmement ravi de ça et qui donc lance une fondation, enfin bref, pour ça c'est... Mettons ça de côté parce que je pense que c'est les gens, tout le monde fait pareil. Est-ce qu'on peut parler de la tête qu'il avait sur sa vidéo quand il a... Je tiens à dire que la FIA m'empêche de... C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il était doublé. Mais par lui-même, il était redoublé. Les lèvres bougeaient beaucoup trop par rapport à ce qu'il disait. C'était absolument faux. Les lèvres bougeaient pas. C'était bien mécontent en ce moment-là, Nikita Mazepin, qui donc, on rappelle, nous fait une vidéo en disant écoutez, moi je n'y suis pour rien de ça, et 10 minutes après, il est ajouté sur la liste des sanctions de l'Union européenne. Donc bon, écoutez, on va voir comment ça va se passer. C'était vraiment I'm extremely angry. C'est-à-dire que, comme tu l'avais dit, Manu, une battle entre Lawrence Stroll fâché et Nikita Mazepin sur sa déclaration, moi je n'attends que ça, vraiment. Je voulais juste, avant qu'on parle performance pour As, répondre à la question de la 12 dans le chat qui demande si As pourra finir la saison financièrement. Bien sûr, il n'y a pas de risque. Ils ont dit que le budget est déjà assuré, et honnêtement, le budget il vient de Gene Haas qui de toute façon lui en fait a les sous. Concrètement, il était juste démotivé à injecter son argent quand il voyait que son équipe ne faisait que régresser et que le contexte financier de la F1 était catastrophique. C'était le cas en 2020 où il y a la moitié du peloton qui a failli faire banqueroute. Mais depuis, la situation de la F1 est vraiment différente. Uralkali a permis de faire une transition qui était bienvenue pour Haas parce que ça leur a permis d'avoir du fric en fait pour cette saison où ils avaient besoin de développer la nouvelle voiture. Mais aujourd'hui, financièrement, comme toutes les équipes de F1, elle est profitable. Elle le sera bientôt. Haas sait qu'il n'investit pas son argent dans le vent, en fait. Et du coup, comme il fait en NASCAR, il investit, quoi. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Le financement est là. Jack and Jones amène un peu de fric. Je pense que Magnussen ne leur coûte pas grand-chose. One and One amène du fric. Mick Schumacher ne leur coûte rien. Et en plus, il leur provoque sûrement une ristourne sur le moteur ou sur la location des infrastructures de Ferrari et Maranello. Donc, Haas est dans une situation financière qui est très bonne, ou en tout cas, ils sont peut-être pas au plafond, mais en même temps, ils ont un fonctionnement qui fait qu'ils n'ont pas besoin de l'être. Donc, pour moi, il n'y a aucun péril pour Haas et il n'y a aucun risque que ça disparaisse avec ou sans Uralkali. Et d'ailleurs, on voit bien qu'ils sont même plutôt contents globalement de s'être débarrassés de cette espèce de chape de plomb qu'apportait la famille Mazepin sur l'équipe. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est ça. C'est assez positif pour eux. Donc maintenant, Kevin Magnussen se retrouve dans cette équipe. Meilleur temps sur 2 journées. Du coup. Ça va, Michael. Là, il a fait le deuxième temps. Ah oui, deuxième, pardon. Schumacher, deuxième temps, ouais. Ouais, Schumacher a fait deuxième temps, pardon. Mais ils ont eu donc les heures en plus, puisqu'ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir leur fret à temps. Hein. Donc ça, c'était vraiment en plus la malchance totale. Mais c'était le fret géré par la F1, qui n'avait rien à voir avec l'équipe en elle-même. Mais donc, ils l'ont reçu en retard. Donc, on leur a autorisé de rajouter des heures d'essai après que tout le monde est terminé pour pouvoir récupérer ce temps perdu. Ils ont très bien profité justement de ces roulages dans de très très bonnes conditions. Maintenant, la voiture quand même avait pas l'air super fiable à Barcelone. Ça avait l'air un peu mieux là, mais j'ai pas l'impression qu'on ait fait non plus énormément de tours plus que les autres. Donc à voir ce que ça va donner quand même cette affaire.
Ouais, non, la fiabilité n'est pas encore parfaite. Et juste pour évoquer les meilleurs tours, il faut préciser quand même que le fait de rouler 1 heure à 2 heures plus tard que les autres équipes, on a des conditions bien plus fraîches et donc bien plus faciles pour le moteur et les pneumatiques. Donc évidemment, ça a relativisé. Malgré tout, avec tous les problèmes qu'ils ont eu en ce début de saison, je leur tire mon chapeau parce que franchement, ils s'en sont bien sortis à Bahreïn, il faut quand même le dire. Et deuxième chose, je ne sais pas vous, mais je suis quand même content de revoir Magnussen en F1. C'est pas forcément quelque chose que j'aurais pensé dire il y a quelques années, mais l'air de rien, je trouve que c'est un pilote qui s'est bonifié avec le temps, qui a mûri. Alors, je ne le compare pas à Alonso ni au niveau de la carrière, ni au niveau du palmarès, mais non, mais tu vas comprendre. Mais je pense que des fois, quand le contexte en F1 est difficile, s'éloigner 1 an, ça vous permet quand même de rebrancher. Il a pu à nouveau se battre pour des victoires, il a pu se faire plaisir aux États-Unis. Et là, j'ai trouvé un Magnussen reposé, motivé, donc c'était chouette à voir. Et en fait, finalement, le choix de le faire revenir était tellement évident que personne n'y a pensé. J'ai remarqué que, non, mais c'est vrai, ni nous sur Next Gen Auto, que ce soit nous sur Next Gen Auto ou sur les autres sites, j'ai vu personne dans les potentiels candidats, parce que évidemment tout le monde s'amusait à dire qui pourrait remplacer Mazepin, et personne n'a cité Magnussen, voire Grosjean. Excusez-moi, mais mais personnellement, oui, j'avais jamais pensé au fait qu'un pilote qui avait non pas un mais 2 contrats en cours allait pouvoir rejoindre la F1. Mais après, effectivement, peut-être que certains l'avaient. Ça, c'est loin. En plus, ça m'a fait rire ça, parce qu'on entend souvent les pilotes dire des fois je préférais gagner ailleurs que d'être en fond de peloton de F1, et en fait non, on se rend compte que l'appel de la Formule 1, même si c'est pour retourner chez Haas, il est plus fort que tout, parce que ce soit avec Chip Ganassi aux États-Unis ou avec Peugeot au Mans et en WEC, il avait a priori une machine capable de jouer les premiers rôles, donc il a quand même préféré revenir en F1 parce que c'est la vitrine, parce que c'est l'élite, et que en fait tous ces mecs-là préfèrent être dans ce qui se fait de mieux, piloter les meilleures voitures du monde, les plus rapides, et se frotter au meilleur que de gagner dans d'autres catégories. Donc voilà, je voulais souligner ça. Et pour As, quand même, bonne nouvelle, ils ont un pilote de référence maintenant, et c'est une bonne nouvelle aussi pour Schumacher. On va enfin pouvoir le comparer à quelqu'un qui a de l'expérience, parce que l'air de rien, alors oui, bien sûr, il a dominé Mazepin, mais voilà, c'était pas très révélateur. On va savoir de quel métal il est fait cette année. Donc pour moi, c'est tout bon pour As. Faire revenir un pilote qui connaît bien l'équipe, c'est une excellente idée. Et voilà, j'ai l'impression que ça va insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe. Et après avoir vécu peut-être les semaines les plus compliquées de son histoire, où elle va peut-être vivre une saison finalement plutôt positive. Et c'est vrai s'il y a 2 semaines on nous avait dit ça, c'était pas forcément, c'était loin d'être gagné. Moi, j'ai trouvé qu'on a retrouvé l'équipe As telle qu'on la connaissait, et moi j'appréciais, c'est-à-dire cette équipe avec beaucoup de caractère et finalement pas mal de sourires et tout ça. On voit que Steiner a l'air plutôt content, les déclarations se multiplient sur le fait que l'ambiance est meilleure, que de nouveau ils sont dans une dynamique positive. Alors c'est pas directement destiné à Mazepin, mais n'empêche que comme par hasard, au moment où il est plus là, l'ambiance redevient meilleure et la dynamique est meilleure aussi. Donc il y a quand même un lien qui est celui qu'on a passé l'année 2021 à souligner, c'est le fait que Mazepin prenait beaucoup trop de place, et là je parle du père et du clan Mazepin en général, dans cette équipe. Ils étaient totalement muselés par ce contrat Uralkali qu'ils avaient été obligés de signer parce que l'équipe était soit ça, soit elle disparaissait. Et là, de toute façon, on voit aujourd'hui qu'il y a, la première chose qu'ils ont fait quand Magnussen est revenu, c'est faire une grande vidéo où tu as 1 minute 30 de sourire et d'accolade. Donc, c'est un truc qu'on n'avait pas vu chez Haas depuis approximativement 2018, je crois, parce que 2019 et 2020 étaient compliqués aussi. Et voilà, et c'est vrai que tout de suite, ça change vraiment la donne. Ça donne une image plus positive de l'équipe. Moi, personnellement, ça donne une image que j'aime beaucoup plus de cette équipe qui, vraiment, en 2021, me dégageait pas grand-chose de positif pour le coup. Et je pense que c'est un meilleur contexte pour Mick Schumacher aussi, parce que, mine de rien, il en a vraiment chié l'an dernier avec un équipier qui était vraiment pas motivé à lui laisser une once qui bossait pas pour lui, ou avec lui en tout cas, et qui était pas au niveau en plus, donc il était vraiment dans l'inconnu et il était tout seul en fait. Maintenant, c'est vrai que faut pas oublier non plus que Haas a développé une voiture avec Simone Resta comme directeur technique, qui vient directement de chez Ferrari avec une poignée d'ingénieurs. La voiture a été développée à Maranello, elle a été conçue par Dallara, donc honnêtement, pour moi, il y a vraiment une base de travail qui est bonne aussi. Voilà, après, c'est vrai que le retour de Magnussen, effectivement, ça montre que la F1 reste la F1, et que même s'il avait une Haas VF20 il y a 2 ans, c'était quand même une voiture qui était plus rapide que la championne du monde de 2016, parce que les F1 aujourd'hui, ce sont des monoplaces qui sont juste des monstres de performance. Donc, pour un pilote, il ne faut pas se leurrer. Oui, c'est super bien de conduire en WEC, en IMSA, en tout ce que tu veux, en IndyCar, en Formule E, mais je pense qu'à la fin,
quand on leur propose un volant à F1, ils y reviennent en fait, parce que ce sont des pilotes et que ce qu'ils visent, c'est le plus haut. Donc voilà, ça m'étonne pas trop. Après, c'est sûr que c'est pas forcément cool pour ses employeurs qu'il avait depuis qu'il devait avoir cette année. Mais voilà, je pense que Magnussen est effectivement le meilleur choix pour Haas parce qu'il arrive dans un terrain qu'il connaît, donc il n'y aura pas tant d'adaptation. On a vu qu'il était immédiatement à l'aise dans l'équipe. Je ne sais pas comment il a fait, mais il était immédiatement à l'aise dans la voiture aussi. Alors que franchement, c'était pas gagné parce qu'il découvre une voiture qu'il n'a pas pilotée dans le simulateur. Quand même, il ne faut pas oublier que c'est vraiment pour lui une bête totalement nouvelle, hein, puisqu'il n'a jamais eu l'occasion de la conduire ailleurs. Donc là-dessus, bravo à lui. Peut-être qu'il a eu une chance ou deux de faire du simu vite fait, mais je ne suis même pas sûr, parce que je ne pense pas qu'il ait pu aller dans le simulateur Ferrari. C'est ça, le As n'a pas de simulateur attitré. Hein. Ouais, donc vraiment, moi j'ai été surpris. Je m'attendais à ce que Magnussen ait vraiment un temps de réadaptation. Et en fait, non, on voit que de la même manière qu'à chaque fois qu'il est dans une voiture, il a ce pedigree de pilote qui sait s'adapter. Donc je pense que ouais, c'est probablement la meilleure situation qu'elle a été depuis 2018. Et franchement, ça doit faire du bien au moral de tout le monde. On va revoir un Steiner un peu plus détendu et il va avoir le temps de s'exciter sur ses pilotes sans avoir à se réfléchir à ce qu'il dit. On va voir, je pense, une équipe technique avec Simone Resta donc à la direction et surtout avec Ayao Komatsu qui est l'ingénieur performance de l'équipe qui est, lui, c'est pareil. Hein, depuis 2 ans, il ne servait que de fusible entre Steiner et les pilotes. Donc, je pense qu'il en avait un petit peu marre d'être dans cette situation. Et puis voilà, et Steiner va pouvoir refaire de la gestion de pilote avec en plus la joie d'avoir à la fois un expérimenté et un pilote encore jeune et assez débutant. Donc, je pense qu'il y a une bonne dynamique chez Haas. Et effectivement, ils ont déjà dit que la performance était là, pour parler purement du sportif. Et c'est Lando Norris qui a dit que la Haas avait impressionné et que pour lui, ils étaient dans le bon peloton. Et que concrètement, en fait, en dehors des 3 équipes qui ont le plus impressionné, donc qui sont Ferrari, Red Bull et Mercedes, derrière, c'était un gros peloton dans lequel Haas pourrait tout aussi bien être devant McLaren sur certaines courses et selon les circonstances. Donc voilà, je pense qu'il faut se méfier de Haas, de Williams, de Alpha, qui étaient des équipes qui étaient vraiment en difficulté ces 3 dernières années et qui aujourd'hui vont raccrocher le bon wagon. Et pour finir avec les pilotes, c'est vrai que tu parlais de Magnussen et d'Alonso qui ont bénéficié d'une année loin de la F1. Je pense que c'est le cas d'Albon aussi, parce qu'Albon, on l'avait vu complètement rincé en fin 2020, où il se plaignait de devoir se battre en piste et tout ça, que les pilotes étaient méchants avec lui. Et aujourd'hui, il revient avec un élan de motivation, avec une confiance en lui qui a l'air vraiment totalement différente. Il a l'air d'être heureux d'être sous les ordres des capitaux et d'avoir changé un petit peu d'environnement. Et je crois qu'effectivement, les pilotes, des fois, ont besoin de prendre du recul plutôt que s'entêter dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Et je pense notamment à Daniel Ricciardo. Si jamais sa saison venait à être mauvaise cette année, je pense qu'il aurait besoin de faire ce genre de break. Donc voilà, c'est le cas pour Vettel aussi. Mais bon, je pense que Vettel, s'il faisait un break, il ne reviendrait pas. Mais ça me semble compliqué, hein, effectivement. Vettel, lui, ce serait plus au revoir. Hein. Vettel, il a dit qu'il n'était pas du tout fan des nouvelles voitures, déjà. Et il a dit, selon l'évolution de la saison, je prendrai une décision. Pour moi, c'est sous-entendu, potentielle dernière saison, si, pour faire simple, je ne m'amuse pas trop et qu'accessoirement, je ne suis pas très performant. Bon, ce ne serait pas non plus un énorme choc. Voilà. Après, il faut voir. Je pense quand même qu'Aston Martin compte beaucoup sur lui pour le développement. Et juste terminer une parenthèse sur Haas avant, je voulais souligner, ils ont une très jolie livrée. C'est très agréable de revenir à la livrée plus traditionnelle. Très jolie voiture. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'elle est sympa. Elle est sympa cette Haas. Bon... Abandonner les couleurs russes, ça fait du bien. Quand même. Voilà, c'est quand même autre chose. Hein. Bon, messieurs. D'ailleurs, j'en profite juste dans Drive to Survive, il y a quand même un moment où il y a quelqu'un qui pose la question à Steiner en demandant en gros, oui, alors c'est les couleurs russes sur la voiture. Et Steiner dit non, vu que c'est bleu, blanc, rouge, ça peut être américain ou anglais. Et après, il explose de rire en mode bien évidemment que c'est les couleurs russes. Donc, bien qu'ils aient passé toute l'année 2021 à dire que ça n'avait rien à voir, il ne faut pas se rire, c'était bien les drapeaux russes dans la voiture. Ah, c'était vraiment compliqué pour lui. Bon, messieurs, dans ces dernières petites secondes là que nous avons ensemble, le grand moment. Qui gagne dimanche? Je veux. Les pronostics. Il faut se mouiller maintenant. Allez, bonne soirée, merci. On vient de vous passer 1h30 à vous dire où tout le monde en est. On a quand même réussi à broder 1h30 alors qu'on ne sait rien et ça c'est très beau. Mais maintenant, Paul, faut se mouiller. Rien à foutre. Alors. Je m'étais dit en début de saison que si je vais mettre une petite pièce sur quelqu'un, si Ferrari marchait bien, ce serait Charles Leclerc. Donc je vais faire honneur à mon sentiment d'avant-saison. Je vais dire Leclerc. Évidemment, s'il finit 10e, vous pourrez me le remettre dans la gueule, mais le truc c'est que comment on pourrait le savoir? Donc voilà, je vais dire Leclerc parce qu'il faut dire quelqu'un, mais voilà, on verra bien. Manu? Moi j'y ai pensé aujourd'hui parce que je savais qu'on avait une émission ce soir et à chaque fois je suis revenu sur Leclerc, donc je vais dire Leclerc aussi.
Bah, je suis pareil. Comme ça, on est tous pareils. C'est merveilleux, mais oui. On fait un all-in. On fait un all-in sur Charles Leclerc. Non, ça va être Verstappen en fait. Ça va être Verstappen, Sainz, Perez. Leclerc va finir 9ème, mais non, là, je suis. Verstappen, Russell, Hamilton, le truc improbable. Moi, je suis comme vous, de toute façon, pour moi, Ferrari a l'air vraiment bien. Après, ça ne veut rien dire. Leclerc est un monstre à Bahreïn en plus. Leclerc a une faculté sur circuit. Donc, pour moi, Leclerc est très bon. Et surtout, ils ont une voiture qui n'a pas évolué, donc eux, ils ont 6 jours d'essai avec cette voiture, ce que n'ont pas les autres. Voilà. C'est pour ça que je le vois faire la pole samedi, gagner dimanche, et merci, au revoir. Après, je dis pas forcément ce sera Leclerc-Sainz et 40 secondes plus loin. Non, ce sera. Je pense qu'on est quand même rassuré là-dessus. Ça devrait être serré. On l'espère en tout cas. On va avoir un podium genre Leclerc, Schumacher, Stroll. Ça va voir fou. Je vois du Bottas et du Latifi dans le chat. Latifi, oui, avec Cultours veut y croire. Quand même. Je le salue. Il faut y croire à Williams. Ah, le Williams, on sait jamais. Les deux dans les points, serait bien déjà. Ce serait incroyable s'ils pouvaient finir les deux dans les points. Mais bon, on va voir. Vas-y, Michael. Je veux dire, est-ce que ce renouvellement de la hiérarchie aura lieu ce week-end? C'est quand même extrêmement excitant de voir ça. Et si on a un peloton serré, on pourrait largement avoir 7 ou 8 équipes dans les points dès la première course et potentiellement les 10 équipes qui auront marqué les points au bout de 3 courses. Quoi. Donc, si la F1 en tout cas, et le truc c'est que la F1 semble avoir réussi, parce que le point qu'on n'a pas abordé, c'est la capacité des voitures à suivre et à se dépasser. Et effectivement, ça a l'air de fonctionner. Les pilotes disent tous que les voitures peuvent se suivre et s'attaquer sans avoir de gros problèmes avec les pneus. Donc je pense que si la F1 a réussi ça, elle a sûrement réussi aussi le fait d'avoir des équipes qui sont plus proches en performance, donc pourquoi pas. On a hâte en tout cas. On vous rappelle que le Grand Prix de Bahreïn, c'est à 16h dimanche. Profitons, alors dimanche, va falloir s'accrocher pour les gens qui aiment les sports mécaniques, parce que vous pouvez commencer avec de la moto le matin. Alors si vous êtes relativement sain d'esprit, vous allez regarder le MotoGP à 8h. Si vous êtes taré, vous allez vous lever à 5h pour regarder le Moto 3. Une pensée pour Axel de Guidon, du coup. Voilà, qui lui va dormir certainement devant le Moto 3 en sous-marin. Mais ça va bien se passer. Et puis après la F1, mais alors, juste après. C'est-à-dire qu'à 17h40, il y a le début de l'IndyCar, si vous voulez. Donc là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Et on a aussi Séverine ce week-end. Donc voilà, vraiment un joli week-end. Pensez à toutes les compagnes et tous les compagnons, voilà, qui maintenant vont devoir subir pendant à peu près 30 semaines les week-ends de sport mécanique qui recommencent maintenant. Mais donc 16h les qualifs aussi, si je dis pas de bêtises, 16h qualifs, 16h la course. De nuit quand même, attention, c'est de nuit, mais un horaire d'après-midi chez nous. On a bien hâte de voir ce que ça a donné. Maintenant, n'oubliez jamais, samedi surtout, que le pilote qui va signer la pole position, il aura 19 voitures derrière lui. Et ça, vraiment, ne l'oublie jamais, parce qu'il faut qu'on parle 15 secondes de Drive to Survive cette saison 4. Alors, moi, je trouve que c'est moins pire que l'an dernier. Ils ont mis 5 épisodes à tirer des ficelles vraiment monstrueuses en termes de montage. Petite pensée pour la pénalité de 10 secondes d'Hamilton à Silverstone, qui dans Drive to Survive, c'est une pénalité de 32 secondes. Mais voilà, sinon, globalement, j'ai trouvé que c'était un peu moins capillotracté. Le montage est toujours bordélique, ce qui est dommage. Will Buxton est vraiment insupportable, par contre. Ça change pas. Pour moi, c'est vraiment le gros point faible de la série aujourd'hui. C'est-à-dire que le mec est devenu c'est le plus caricatural dans la série, c'est lui. Et malheureusement, ils ont un peu tendance à donner le même rôle à Jenny Go, qui des fois balance des espèces de... Là, ils ont 2 enfonceurs de porte ouverte. C'est hardcore. Ouais. C'est important de rappeler quand même, tu as raison Manu, mais que ça s'adresse aussi à des gens qui ne suivent pas forcément les saisons de Formule 1. Il y a des gens qui suivent la Formule 1 par le prisme de Netflix. Donc c'est important de le rappeler. C'est sûr que si vous êtes fan, voire puriste, ça peut vous irriter un peu. Mais voilà, ça s'adresse avant tout à un grand public. C'est sûr que c'est assez limite aussi dans le contenu, mais ça a le mérite du coup de rendre le sport très accessible à plus. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça prouve quand même une chose. En fait, pour moi, tout ce système-là prouve que les gens qui regardent, qui découvrent Drive to Survive, ils vont regarder la saison 4. Ils vont pas se taper les 3 saisons d'avant, je pense. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que c'est vrai que comme c'est un documentaire, tu vas pas forcément avoir envie de te plonger dans la saison d'avant. Tu vas d'abord regarder la nouvelle saison, puis après peut-être revenir sur les premières. Donc effectivement, malheureusement, ce sont des choses qui sont nécessaires, tout ça. C'est ça, en ça, ils ont raison de revenir. Après, moi, tu vois, même en tant que passionné, puriste, tout ce que tu veux, il y a quand même vraiment des choses qui sont très bonnes dans cette série, dans le sens où ils ont des micros et des caméras partout, en fait. C'est incroyable. Et là-dessus, ça offre une quantité d'images
et de choses qu'on ne soupçonnait pas. Alors, c'est souvent des trucs qui n'ont pas grand intérêt. Et malheureusement, il y a une espèce d'arc narratif qui est toujours fait autour de tout, qui est assez chiant parce que finalement, il y a toujours c'est toujours brodé en fait, il y a toujours quelque chose autour. Mais si tu prends purement les images et tout ça, moi je repense à l'épisode sur As vraiment, où il y a des espèces de conversations derrière porte close qu'on entend et qui sont passionnantes. Et ouais, ça reste quand même intéressant. Donc, il y a des très bonnes choses. Il y a quand même des très bonnes choses, mais c'est vrai qu'elles se. Comme on l'avait un peu évoqué, en fait, en 2018, c'était ces très bonnes choses qui prenaient vraiment le pas. Et au fur et à mesure, elles se sont un peu noyées dans le storytelling et tout genre de choses. Alors, la Douve nous dit, il semble que Verstappen ne sera pas à la prochaine saison. Max Verstappen a déjà refusé de parler à Netflix en 2021. Ça n'empêche pas de l'avoir sur la moitié des épisodes et de l'avoir. Ils ne peuvent pas l'effacer. Ils ont des images de la F1. Il fait juste pas d'interview. Mais voilà, par contre, il donne pas les interviews sur fond noir là, mais sinon le reste, il y a aucun souci. Christian Horner est là de toute façon pour parler tout le temps. Christian Horner, c'est son activité préférée, c'est de parler de toute façon. Donc, avec Netflix, il est servi. Et vous aurez Verstappen, s'il est champion du monde cette année, on le verra encore dans la saison 5, il n'y a aucun souci. Et par contre, avec Chimic Master dans le chat, a raison, l'approche fonctionne parce que les audiences augmentent. Et ça, c'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut de Liberty Media. Oui, ils font un petit peu trop pour le spectacle parfois. Et il y a des choses qui sont un peu problématiques. Mais n'empêche que la F1 aujourd'hui est dans une dynamique qu'elle a rarement, sinon jamais eue. Et surtout, c'est pas parce que Drive to Survive n'est pas un bon produit d'appel ou pas un produit d'appel vraiment fiable que les fans qui arrivent sont pas des bons fans en fait. Parce que c'est vrai que malheureusement, ça se répercute un peu toujours dans ce genre de truc. C'est-à-dire qu'on vous dit oui, mais ceux qui arrivent avec Drive to Survive, c'est pas les vrais fans de F1. On s'en fout comment on arrive. À partir du moment où on arrive d'une manière ou d'une autre à la F1, on y arrive. Et puis après, je suis désolé, les gens qui ont commencé à regarder la F1 avec Drive to Survive saison 1 et qui n'ont quasiment pas regardé la série ou même regardé de loin, mais qui par contre se sont tapés tous les grands prix depuis 3 ans. Ces gens-là sont des fans de F1 comme vous et moi en fait. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de dire oui, mais ça apporte pas des fans, machin, ça apporte des Formule X, comme on dit beaucoup sur Twitter. Non, ça apporte des gens qui vont se consacrer à la F1 d'une manière ou d'une autre, et puis tant mieux. Donc encore une fois, aujourd'hui, il y a un sport qui est viable, qui a beaucoup d'argent, qui amène beaucoup de monde, qui amène des sponsors, qui amène des choses, et c'est grâce à tout ça. Donc s'il n'y avait pas eu ça, la F1 aurait peut-être aujourd'hui plus de McLaren, plus de Williams, plus de Haas. Et elle aurait probablement 3 Mercedes, 3 Red Bull, 3 Ferrari. Et en fait, on aurait sûrement une saison qui s'annonce catastrophique. Donc, et comme le dit Ladou dans le chat, le principal, c'est d'aimer son sport. Et voilà, après, de la manière dont on le montre, il n'y a pas de souci du moment que vous montrez un attachement réel, on va dire. C'est quand même, on a envie de nous montrer qu'on aime ce sport-là. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que, à certains moments, on s'emporte un petit peu, mais c'est jamais, moi, j'estime, c'est jamais contre les fans qui découvrent via Drive to Survive, c'est plutôt, Non, c'est même pas par rapport à ce qu'on dit nous dans les émissions, c'est plus par rapport à ce que parce que j'en ai beaucoup lu. Vu que j'ai pas mal parlé de Drive to Survive sur Twitter récemment, j'ai beaucoup lu de gens qui disaient oui, mais les fans, machin. On va pas reprocher aux gens d'être venus à la F1 par ça. Nous, en l'occurrence, dans l'émission, on fait pas. C'est vrai qu'on est très critique du programme parce qu'on aimerait qu'il soit un peu plus authentique. Et moi, je suis très critique du programme parce que j'estime que les fans nouveaux doivent quand même être traités avec un minimum de vérité. Et je trouve que des fois, c'est mensonger. Mais voilà, c'est le seul problème que j'ai. C'est sur quoi j'allais rebondir, c'est qu'il y a trop de choses sorties de leur contexte. Et moi, ça m'a un peu irrité. Alors, je suis comme toi, Michael, je suis au milieu du 3e épisode. Mais c'est sur le 2e ou 3e épisode où ça se passe à Monaco. Il recite des anciennes citations d'David Gould quand il dit « is champion material ». Voilà, il est capable d'être champion du monde. Il me semble, si je me souviens bien, il faudra me corriger si je me trompe, mais que c'était des mots qui étaient adressés à l'époque à l'attention de Nico Hülkenberg. Et ils ont superposé ça lorsqu'ils parlaient de Ricciardo. Et du coup, en fait, ils ont cette fâcheuse tendance à... Pour moi, c'est un petit peu du mensonge quand même, parce qu'on manipule une déclaration pour te faire croire autre chose. Alors, c'est super pour le spectacle, et quelqu'un qui ne suit pas la Formule 1 ne va pas le voir. Mais c'est ce genre de petite manœuvre, c'est un exemple parmi d'autres, qui moi, m'agace un tout petit peu. Il n'y a pas besoin d'en rajouter non plus des tonnes. Voilà. C'est juste le petit bémol que je peux avoir. Ouais. Mais effectivement, c'est indéniable que c'est une énorme aide pour le sport. On aime, on n'aime pas le programme. Maintenant, c'est peut-être ce qu'a sauvé la F1, tout simplement, ces dernières années. Alors, pas que cette série, mais ça fait partie des choses, en tout cas, qui ont permis au sport de retrouver en popularité. Et si des constructeurs ou des motoristes s'intéressent à venir dans le sport pour les prochains règlements, c'est pas pour rien non plus. Donc, voilà. Il faut saluer ça de la part de Liberty Media. Voilà. Et on dit ça, mais de toute façon, on va quand même regarder. Par contre, Manu, juste... On voit un barbecue chez les Saints à un moment où... Parce que moi, je regarde que pour ça. Donc... À la fin de la saison 6, on n'a toujours pas vu de barbecue chez les Saints. Donc,
Et là, l'épisode suivant, c'est Tsunoda, donc j'imagine que s'il y a de la bouffe, ce sera lui. Ah oui, Mais, bah ça va, alors, c'est bon. Il va nous donner un Non, parce que- il y a pas, mais il y a très peu. On voit Sainz. C'est globalement pas mal. Je m'attendais à ce qu'il fasse. En fait, le trailer a été monté un peu avec le cul et on avait l'impression qu'ils allaient encore faire un espèce de duel, genre Sainz-Norris et tout ça. Pour l'instant, on l'a pas eu. Oui. Donc, non, globalement, ça va. Il n'y a pas. Enfin, même la rivalité Ricciardo-Norris, c'est pareil. J'ai eu peur qu'il la monte de toutes pièces. Et en fait, globalement, c'est plutôt sobre. Donc, parce que tu vois, le truc de Monza où Norris s'était plaint à la radio, je me suis dit, ça y est, ils vont faire des caisses dessus et tout ça. Et en fait, non, il y a une phrase qu'on entend, mais c'est la seule qu'on avait entendue en vrai. Donc, globalement, je suis plutôt surpris agréablement à ce niveau-là. Ils n'ont pas créé de vraies rivalités toutes pièces. Après, il y a des choses qui sont. C'est souvent les voix off qui font des trucs un peu complètement perchés, genre où on nous explique que Yas Capito est sous grosse pression parce que l'équipe n'a pas marqué de points pendant les 3 premières courses. Non, c'est Williams, ils n'avaient pas l'objectif de marquer des points et Capito c'était sa 3e course, donc il n'était absolument pas sous pression. Parce que Mais, plutôt, il est en roue libre. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, donc non, ça c'est les conneries qui sont rajoutées par les voix off. Et les voix off qui sont, voilà, encore une fois, des interviews de Will Buxton et tout ça. C'est des interviews qui nous parlent après qu'un Grand Prix s'est passé, de ce qui pourra se passer dans le Grand Prix qui va se passer. Donc forcément, c'est pas fiable. Mais après, à part ça, sinon ça va, quoi. En tout cas, n'hésitez pas, hein, c'est sur Netflix bien évidemment. Continuez de regarder la saison 4 de Drive to Survive, pilote de leur destin. Parce que ça, quand même, c'est. En termes de titre français, on n'a pas fait mieux que ça. Merci beaucoup. C'est le vrai nom en français? Ouais. Oui. Formula... Et c'est même pas Formule 1, c'est Formula One, pilote de leur destin. Ça n'a ni queue ni tête. Surtout que ça n'a absolument rien à voir avec le titre original, mais bon. Mais en fait, je crois que tous les documentaires Badge Auto, ils veulent les faire comme ça, parce que Bubba Wallace, c'est Bubba Wallace, pilote du changement. Donc, Okay. Voilà. Bon, après, c'est pas facile des fois de trouver une traduction. Littéralement, des fois, on peut pas traduire. Mais du coup, piloter Manu, pour survivre, c'est pas terrible. S'ils font ça, Manu, sur tous les sports mécaniques, est-ce qu'ils vont devoir mettre piloté dans leur documentaire sur le Tour de France, du coup? Parce que c'est du sport mécanique maintenant, moi je suis perdu. Oh là 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 là, qu'il est mauvaise langue celui-là. On va dire, c'est un peu la même chose, hein, parce qu'on rappelle, donc Box to Box qui fait la Formule 1 va faire des trucs sur le Tour de France, mais il y a déjà les 2 meilleures équipes, je crois qu'on dit non. Chez UAE, qui est l'équipe de Tadej Pogacar qui a remporté les 2 derniers Tours de France, on dit ah non mais nous on participe pas à ce truc, hein, nous, donc bon, ils ont peut-être pas eu des bons retours pour l'instant sur ce que ça allait donner cette affaire. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Louis Exili qui dit pilote de leur guidon. Ouais. Pilote de leur pédale, enfin je sais pas, c'est un peu compliqué, hein, vraiment, c'est assez complexe. Merci Pour le Tour beaucoup de d'avoir France, été des nôtres. Pour le Tour de France, ce sera Doping to Survive. Oh là là, oh que ce sont de mauvaises langues, oh là 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 là. Je suis cycliste en plus, donc c'est vraiment de mauvaise foi de ma part. Un cycliste, mesdames et messieurs. Ah, chez Castor, mais il n'y a eu que UAE qui refuse. Oui, mais bon, après, voilà. C'est comme quand Mercedes avait refusé la première saison, si tu veux. C'est pas de Drive to Survive, c'est pas non plus dingue. Ils ont vite remarqué. Dommage qu'il n'y ait plus Cancellara, ça aurait été pilote de leur moteur. Et là, quand il attaque, on l'entend faire vroom vroom. Il y avait un moteur de Solex. On part sur totalement autre chose, mais c'était Thomas de Ghent, le cycliste belge, qui avait répondu très bien à Haters sur Twitter, parce qu'il y a quelqu'un sur Twitter qui a dit non, mais de toute façon, c'est bon, voilà, le dopage mécanique. Et il avait répondu non, mais c'est vrai, en plus, voilà, t'as tout à fait raison, voilà, faut le dire. En fait, nous, on fait comme c'était du MotoGP, on fait vroom vroom avec nos bouches dans le peloton, voilà, parce que c'est exactement pareil maintenant. C'est assez incroyable. Bon, 4e fois que je vous le dis, mais merci d'avoir été là quand même, les amis. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux ce soir. Ça y est, on sent que la saison va démarrer et qu'on va avoir ce premier Grand Prix ce week-end. Grand Prix de Bahreïn donc à suivre évidemment sur Next Gen tout le week-end. Hein, bien évidemment, vous allez pouvoir vous régaler avec ce premier Grand Prix de la saison. Merci à tout le chat, hein, vous avez été très nombreux. Merci Manu, merci Paul. On salue Franck qui est là, souffrant et qu'on espère être de... Je sais même plus comment j'allais faire cette phrase, mais qu'on espère être en bonne forme ce week-end. Voilà, parce qu'à un moment donné, il faut que ce soit ça. Nous aussi, on l'espère. Là, vous voyez, il y a une goutte de sueur qui commence à tomber. Ils disent, écoutez, si on est un de moins, on est dans la merde. Hein. Là, ça va être très compliqué, cette affaire. Alors, par contre, le breton du 10, on fait attention. Hein, parce que oui, comme les gens croyaient que le Grand Prix de Saint-Pétersbourg d'IndyCar était en Russie, n'allez pas, si vous habitez dans le Bas-Rhin, il ne passe pas chez vous, hein, le Grand Prix. Hein, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout pareil. Hein. C'est pas du tout au même endroit. Donc là, c'est plutôt au Moyen-Orient.
mesdames et messieurs. Et voilà, il répond même dans le chat, Franck, donc on espère que ça va aller. Force et courage, merci d'avoir été là. On se retrouve tout le week-end, on se retrouve jeudi pour le Racing Café, bien sûr, hein, parce qu'on va parler de tout ça. Merci à Manu, merci Paul, à la prochaine, ciao ciao. Salut. À lundi prochain d'ailleurs, voilà, on se retrouve lundi prochain pour revenir sur ce Grand Prix de Bahreïn dans le Grand Prix. Voilà, ciao ciao. Ciao.